Encore une fois, merci d'être là, tous et toutes. Alors, cette table ronde donc s'intitule « Créer un jeu de société, d'où viennent les idées ?» Il se trouve que quand on parle de création de jeux de société, quand on fait quelques recherches sur le sujet, on a beaucoup de mal à trouver un dogme, une méthode universelle pour comment bien créer ou comment créer tout court un jeu de société. Il y a quelques livres de game design qui ont été écrits au cours des 20-30 dernières années. La plupart sont en anglais, ce qui peut être un frein pour beaucoup. Et de toute façon, aucun d'entre eux ne donne la bonne méthode pour bien faire un jeu de société. La plupart d'entre eux donnent des éléments d'analyse, des petits éléments de comparaison, etc. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que très peu, voire pas beaucoup du tout d'entre eux, n'abordent la question de la créativité, de l'inspiration, du processus créatif, en fait. Donc effectivement, on a intitulé cette table ronde, d'où viennent les idées, mais le vrai titre, maintenant que vous êtes assis, c'est ça. Voilà. 3 auteurs et autrices ici présents, que après je vais laisser se présenter, vont nous parler de leur rapport à la créativité, de leur processus de création, mais également du sens et de l'impact de leurs œuvres sur la société. Puisque c'est des choses qui, au moment de la création, bien sûr, sont parfois peut-être prises en compte. On ne sait pas, on va ouvrir aujourd'hui. Alors, on s'excuse par avance pour tous les gens qui sont situés à gauche, car nos chaises sont ici, donc vous allez devoir tourner un peu la tête, mais on ne vous oublie pas. Voilà. Très bien. On va commencer, si ça vous va, par un petit tour de table. Merci à vous d'être là aussi, mes invités. Merci à toi de nous avoir invités. Je ne voulais pas faire d'erreur, alors je me suis dit que vous alliez, si ça ne vous ennuie pas, vous présenter vous-même. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? C'est-à-dire succinctement ? En quelques mots, en ce qui te semble juste et précis, concis. Donc moi, je m'appelle Julien Protière, je suis auteur de jeux depuis une petite dizaine d'années, particulièrement sensible aux jeux coopératifs, tout du moins des jeux qui font réfléchir les joueurs autour de leur relation avec les autres. Voilà. Je ne sais pas si je vais répondre aussi bien. Donc moi c'est Thomas Dupont, auteur de jeux. J'ai commencé à créer des jeux par il y a une dizaine d'années environ et publié un peu plus récemment. J'ai une petite 15-20 jeux à publier, notamment la série Cartaventura, qui est une série historique et qui a des thèmes un peu engagés, et d'autres jeux comme Codex Naturaliste, Knarr. Bonjour, je m'appelle Laure Guillou, je suis designer de jeux, jouets et mobilier, et j'ai fondé mon studio Un Poisson Pilote. Ok, merci pour cette petite présentation. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était des auteurs et autrices de jeux de société. Et c'est ce que vous êtes, et vous avez tous un petit peu d'expérience, mais on va en parler plus tard, pour que vous puissiez nous en parler. Voilà. Commençons par le début, le point de départ. Donc très souvent, quand on parle du point de départ de la création d'un jeu de société, c'est soit la mécanique, c'est-à-dire j'ai envie de créer un jeu avec un draft à l'italienne inversé et un système de enchères hollandaise, par exemple. Ou alors le thème, je veux raconter l'histoire de la Mafia Costina au début du XXe siècle, etc. Ou le matériel, je veux faire un jeu avec des canards qui font pouette. D'accord ? Généralement, c'est un de ces 3 points de départ, la mécanique, le thème ou le matériel. Pour vous, en tant qu'auteur et autrice, lequel vous semble le plus naturel ? Je vais commencer. Moi, j'ai plutôt commencé par faire du jouet. Donc, pour moi, le matériel, c'est un peu la base de mes créations. Et en même temps, il y a aussi le côté raconter des histoires. Du coup, beaucoup d'inspiration dans la littérature jeunesse qui vont pouvoir me faire commencer un bout d'histoire et commencer à m'imaginer un peu en tant que personnage de cette histoire, qu'est-ce qui seraient les choses qui pourraient m'arriver. Pour ma part, alors ça dépend des jeux. J'ai des jeux où je pars du thème parce que c'est des jeux historiques, donc j'ai un sujet bien précis que je souhaite traiter. Mais sinon, c'est plutôt par la mécanique, même si c'est pas exactement vrai. Peut-être qu'on va en reparler juste après. Rarement par le matériel, en tout cas pas par l'objet, mais souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois, par l'agencement du matériel, mais pas par le matériel lui-même. C'est-à-dire, par exemple, des cartes, je joue avec des cartes, donc ce qui est hyper commun, mais une façon de les superposer, une façon de les agencer un peu différent de ce qu'on fait, et c'est souvent ça qui va m'inspirer, donc c'est pas vraiment le matériel, mais un petit peu quand même. Et pour moi, il y a un 4e point, mais peut-être qu'on va en reparler juste après. Mais quelle transition, parce que j'allais dire que j'étais un peu de la même team que toi. Moi, je suis pas très matériel, c'est pas mon point fort du tout. Plutôt mécanique ou thème, d'une manière générale plutôt thème quand même, mais j'ai des expériences des deux côtés.
Je trouve que quand c'est le thème, c'est une base plus solide, parce qu'on peut se reposer sur notre thème, surtout si c'est des thèmes un peu universels. J'ai en tête par exemple un de mes jeux qui est Roméo et Juliette. Pour le coup, la force, c'est que ça parle à plein de gens, et donc toutes les mécaniques que je vais mettre ensuite vont servir le thème et vont permettre à ce qu'on comprenne plus facilement la règle. Donc c'est assez solide. Là où moi, la mécanique, généralement, quand je parle de la mécanique, à la fin, ça ressemble plus du tout à ce que j'avais prévu que ça fasse. Par exemple, moi, je suis passionné de draft, et à chaque fois, quand je commence un jeu de draft, c'est pas un jeu de draft à la fin. Mais c'est pas grave, je continue, c'est ma petite marotte à moi. Et ce que j'allais dire, mais je pense que je peux le dire tout de suite, moi, j'ai une nouvelle entrée. J'ai une autre entrée, c'est le ressenti des joueurs. C'est ce que tu allais dire ? Il me semblait. Parce que, par exemple, là, moi, j'ai en ce moment dans les mains un jeu qui va sortir dans l'année, qui avait pour ambition d'être dans l'émotion des joueurs, que les joueurs soient émus à la fin de leur partie, ce qui n'est pas de prime abord évident quand on fait des jeux de société, parce qu'on a l'impression que c'est... Pourquoi c'est pas évident ? On a l'image, j'ai l'impression que la société, d'une manière générale, a l'image d'un jeu, c'est fait pour se marrer, pour passer un bon moment, plutôt avec les enfants, pas trop sérieux. Et je pense qu'il y a la place pour plein d'autres choses que ça, et c'est pour ça que j'avais envie d'aller trifouiller un peu ce truc-là. Et j'espère que j'y arrive un peu. Tu veux compléter, Thomas ? Juste pour rebondir aussi, effectivement, pour moi, le quatrième point aussi, c'était le ressenti. Pas forcément d'un point de vue émotion, même si ça peut aussi, mais aussi des fois, en tout cas à titre personnel, souvent, je veux faire un jeu pour procurer quelque chose à un public bien précis. Par exemple, j'ai envie de faire un jeu où les gens vont ressentir le plaisir du développement, des combos, des trucs comme ça, ce qu'on retrouve dans plein de jeux initiés, mais pour un public très familial. C'est-à-dire des gens qui jouent très peu, ou en tout cas sur des parties hyper attendues, en 15 minutes, mais avoir le plaisir de la gratification des combos qui s'enchaînent, ce qu'on retrouve rarement dans ce genre de jeu très très restreint. Oui, je peux compléter. Bien sûr. Je me dis qu'il y a aussi une autre entrée encore, c'est quand c'est des jeux sur commande. Ça arrive assez peu, mais quand ça arrive, c'est assez intéressant. Moi, j'ai l'expérience avec le jeu Cosmopolite, par exemple, qui est un jeu qui a été commandé par le CNRS de Lyon, un labo de recherche sur la linguistique. Et au départ, je ne pensais pas que le jeu allait être public. On pensait le faire juste comme outil pour les linguistes quand ils interviennent en classe ou ailleurs. Et il s'est avéré que c'était suffisamment fort pour le proposer. Et c'était. Est-ce que c'est pas le thème dans ce cas, dans le cas de Cosmopolite ? Non ? Oui, mais c'est un thème précis parce qu'après, tu as des commanditaires qui viennent valider ou pas ce que tu as fait. Mais par ailleurs, le thème du jeu, on pourrait dire que c'est un restaurant, et c'est pas du tout le propos du jeu. Ce n'est pas le thème du jeu. Le thème du jeu, c'est la diversité linguistique. Même si le restaurant est l'excuse pour faire ça. Puisqu'on est là pour en parler, inspiration et créativité. Donc, nous sommes des auteurs et des autrices de jeux, et on fait un métier qui nous pousse à devoir avoir des idées relativement souvent. Bonjour, aujourd'hui il faut que je travaille, il faut que j'ai des idées, il faut que je sois créatif ou créative. C'est un métier maintenant que vous faites depuis un certain nombre d'années. Quel rapport vous avez avec cette facette de votre métier ? Est-ce qu'on peut se forcer à être créatif ? Est-ce que vous avez des moyens de maintenir ou de créer l'inspiration ? Est-ce que vous avez des dispositions mentales que vous connaissez, etc., etc. Quel rapport vous avez, vous, avec cette facette de votre travail qui est quand même très spécifique ? On change l'ordre, non ? Sinon ce sera trop normé, c'est pénible. Le mot-clé pour moi, c'est sieste. Parce que ça peut être sieste ou ça peut être douche, ça peut être rando. En fait, sieste, ce qui est cool, c'est que c'est le moment où, à un moment donné, ton esprit il lâche, mais pas complètement. Et il y a comme des choses qui s'ouvrent et qui rendent des choses possibles. Et si je suis pas dans cet état-là, je peux me l'interdire, en fait. Je peux me dire ça marchera pas. Donc tu prends beaucoup de douches, en fait, c'est ça ? Ouais, je sieste plus que je. Quand tu sais que tu dois être créatif, tu vas prendre une douche. Est-ce que tu fais ça ? Non. Non. La sieste, je peux le provoquer vraiment. Ah, voilà. Donc il y a parfois où tu forces la créativité, mais tu sais que tu vas aller la chercher. Oui, je peux aller la chercher. Ça marche pas toujours, par contre. On peut avoir envie très très fort, mais ça marche pas. La rando, ça peut être pas mal aussi. Après, je dirais que trouver des idées, c'est absolument pas le truc le plus dur du métier d'auteur de jeu. Pour moi, c'est même, à mon avis, pour la plupart des gens, le truc le plus facile. Pour moi, il y a une chose, alors il y a plusieurs façons, mais une principalement, je suis assez sensible à la notion de deadline
Donc quand je sais qu'il faut que je fasse quelque chose pour une date bien précise, je vais être souvent plus productif que quand j'ai le temps. Est-ce que parce que je procrastine, je ne sais pas, peut-être. Donc ça marche bien sur moi. Alors ça marche pas toujours, parce que ça met une pression aussi. Et bon, voilà. Il y a un autre truc aussi, et surtout ça, quand je sais que je veux vraiment, par exemple, quand je veux créer un nouveau jeu, mais vraiment je pars de zéro, souvent je change d'environnement. C'est-à-dire que je pose toujours à mon bureau. Quand je crée un nouveau jeu, je m'en vais de mon bureau, je vais soit ailleurs, soit dans mon salon, soit n'importe où, avec papier. Tu vas prendre une douche ? Alors, j'allais dire avec papier crayon, donc sous la douche peut-être pas. Mais en tout cas, je me mets vraiment dans un autre environnement et je garde une durée, donc ça peut être, est-ce que c'est la demi-journée, une journée complète à faire que ça dans un autre environnement. Et ça, pour moi, ça marche pas mal. Alors, moi, je rejoins Julien sur le côté sieste. Donc, moi, j'aime bien commencer à réfléchir à quelque chose quelques heures, en gros, avant d'aller dormir. Où, au final, on est en fin de journée. Pour moi, c'est un peu un moment de pause aussi dans la journée, puisqu'en fait, j'ai fait un peu tous les impondérables. Et je peux me mettre sur ce temps-là où je me dis, j'ai pas tant que ça à être productive. Mais je sais que ce temps passé en fin de journée va être bénéfique pour la suite. Et la nuit, apportant un certain repos et un conseil, ça veut dire que je sais que le lendemain, je vais avoir de nouvelles idées. Et à partir du moment où je veux vraiment être dans une création, je trouve que là, il y a... Ce moment-là est propice, quoi. Oui, voilà. Et il y a aussi le déballage des affaires, les papiers, les feuilles, les crayons, découper, essayer de poser les premières choses. Jouer de soi à soi, ça commence vraiment à pouvoir commencer à valider certaines mécaniques. Et est-ce que tu arrives à dormir si en fin de journée tu y penses vraiment? Est-ce que sérieusement tu arrives vraiment à t'endormir facilement, sereinement? C'est une bonne question. En vrai, j'ai souvent un petit carnet sur ma table de chevet au cas où il y a une idée qui pop comme ça en me disant « Ok, il y a un petit croquis à faire. » Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'en gros, vous êtes conscient et consciente que c'est une facette importante de votre travail et que vous avez tous été à un moment ou un autre à l'écoute des bonnes dispositions que vous savez être les vôtres pour être créatif ou créative. Et du coup, ça, vous avez appris à vous connaître là-dessus. Et donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, quand on fait un métier créatif, est important de le savoir et de faire, quoi. Ce que j'entends, en tout cas. Ok. Passons à la suivante. Ah, la culture ludique. C'est comme la confiture. Alors, en gros... Alors, oui, par exemple, il y a cet auteur extrêmement connu qui s'appelle Rainer Knizia, qui est un auteur allemand avec une ludographie impressionnante de plus de 200 ou 300 jeux, je ne sais plus, 500 peut-être. Plus de 700, pardon. Plus de 700 jeux à son actif. Et lui, il fut un temps, il disait toujours « Non, je ne joue pas aux jeux des autres auteurs et autrices parce que ça va m'influencer et que je veux pouvoir rester créatif, je veux pouvoir créer des jeux sans influence. » D'accord ? Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit ou pas du tout? Et même par rapport, j'ai envie d'élargir la question, par rapport à la culture ludique en général, est-ce que ça vous semble nécessaire ou pas? Faut-il avoir une bonne culture ludique pour être créatif ou non? Etc. etc. Alors moi, je suis à peu près l'inverse de Rainer Knizia, je crois. Je suis désolé pour lui, ou pour moi, je sais pas. L'idée, c'est vraiment plutôt de jouer beaucoup, de m'imprégner de plein de choses, de faire des choses qui n'existent pas, parce que ça sert à rien de les inventer si elles existent déjà, à mon sens. Mais aussi pour connaître un peu les tendances, savoir ce que le public apprécie, savoir ce que le public est prêt à vivre comme expérience ludique. Voilà, il y a du mouvement, il y a des choses qui évoluent, et c'est important de savoir, je trouve, où on en est. Et puis de toute façon, même si je voulais me fermer à ça, je serais inspiré par d'autres choses. Enfin, je veux dire, pour moi, la création, c'est de l'amalgame, enfin, c'est de la composition de choses qu'on a vues ailleurs. Donc, que ce soit les jeux ou autre chose, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais est-ce que la culture ludique te semble nécessaire? Pour moi, elle est nécessaire parce qu'on peut avoir l'impression des fois d'inventer des systèmes hyper innovants alors qu'en fait, ils existent déjà depuis 10 ans. Et puis que découvrir un jeu qui nous... moi, par exemple, le jeu qui m'a amené à la création, c'est Anabi. Parce que quand j'ai joué à Anabi, je me suis dit, là, il y a un truc de dingo qui m'émeut, qui me touche, qui me fait envie. Et j'ai envie de faire vivre ça. Enfin, voilà, je me suis reconnu dans un style de jeu. Et je pense que c'est important aussi de connaître d'où on vient, avec qui on a des connivences fortes au niveau de la création, quoi. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec Julien sur l'idée d'avoir une sorte de culture générale.
je vais faire le parallèle avec une culture artistique puisque j'ai étudié aux Beaux-Arts. Mais en tout cas, en études, on avait beaucoup de professeurs qui nous renvoyaient vers des artistes qui ont déjà fait des travaux similaires, que ce soit en peinture, en sculpture, etc. Et j'avais un peu cette réaction de dire ouais, mais si je vais voir ce qu'il fait, est-ce que je vais justement être inspirée ou copier ou être mal à l'aise avec ça? Et je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et en fait, je trouve que ce qui aurait été le pire, c'est de nier le travail existant et de faire comme si on était une île comme ça, qu'on avait tout inventé. Donc au final, c'était potentiellement continuer à créer des choses pas forcément très originales en ne sachant même pas qu'on est en train de faire des choses qui ont déjà été faites. Donc moi je suis d'accord avec l'idée de vraiment, plus on emmagasine de l'expérience, c'est une sorte de culture qu'on se construit au fur et à mesure, et je pense qu'elle est nécessaire en effet. Bon, il n'y aura pas une grande surprise, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est pareil, j'essaye de me tenir au courant, de jouer à un maximum de choses différentes, à la fois pour savoir ce qui existe et donc ce qu'il ne faut pas faire parce que ça existe déjà, mais aussi pour s'inspirer et pour trouver des nouvelles idées, des nouveaux... même d'un point de vue, tu parlais ce qui existe, ce qui est à la mode, mais même d'un point de vue édition, ce qui maintenant est possible d'un point de vue édition, parce qu'il y a des nouvelles machines, parce que j'en sais rien, qui peuvent nous proposer, qui peuvent nous donner d'autres idées aussi pour jouer là-dessus, ça peut être intéressant. Et alors il y a un autre sujet, mais c'est pas vraiment sur la créativité, mais d'un point de vue contractuel ou légal. Si on fait un jeu et qu'il existe déjà, c'est à nous de savoir, c'est aux auteurs de faire les recherches. Si quelqu'un attaque l'éditeur, contractuellement, il peut se retourner contre nous. Alors c'est plus compliqué que ça. Ça dépend des contrats, ouais. Non, ça dépend des contrats, mais même d'un point de vue légal dans la loi, il y a ça aussi. Nul n'est censé ignorer la loi, tout ça. Et j'aurais envie de vous demander de compléter un petit peu, mais du coup, comment vous gérez vos influences? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé, par exemple, le samedi, de jouer à Carcassonne, et le jeudi d'après, de se ramener « Regarde, j'ai un super jeu où on pose des meeples sur des tuiles ». Est-ce que ça vous est jamais arrivé, malgré vous, d'avoir des influences qui vous ont transpercé, que vous n'avez pas vues, et que vous n'avez manifestement pas su gérer? Vous avez été influencé par des choses très fortes, et que vous avez après coup vu dans vos créations en disant « Waouh, c'est ça en fait ». Sans qu'on s'en rende compte, du coup. Oui. C'est pas facile à voir direct. La semaine dernière, j'étais avec un co-auteur et on était en train de dire tiens, on pourrait faire un nouveau jeu. On réfléchissait sur quoi on pouvait partir tous les deux sur un nouveau projet. Et je lui propose un nouveau projet et quand il m'écoute, il me dit écoute Julien, ça c'est le jeu que je suis en train de développer et il y a un an je te l'ai montré quoi. Alors c'était pas le même, c'est autre chose, mais il y avait un système qui était assez proche et j'avoue j'avais pas du tout fait attention. J'ai dit oui, excuse-moi, c'est hyper maladroit. Bien sûr qu'on va pas faire ça ensemble, voilà. Donc ça peut arriver malgré nous. Et puis il y a des choses qui sont dans l'air aussi. Il y a des tendances et des fois, là j'ai pareil, il y a un jeu qui va sortir. Il y a un truc très proche qui vient juste de sortir. Et quand moi j'ai sorti le jeu, quand j'ai pensé le jeu, j'avais jamais joué à ce jeu-là. Et j'ai eu assez peur parce que je me suis dit merde, il a 6 mois d'avance sur moi. Bon, en fait, c'est suffisamment différent pour que je pense que les deux aient leur place. Toujours est-il qu'il y a un truc dans l'air qui fait que plusieurs personnes peuvent avoir des mêmes idées au même moment, quoi. Voilà. Les jeux sonores, par exemple, il y a 1 an ou 2, là, c'est arrivé en même temps, c'était particulier. Et donc il y a Trax et Echoes, etc. Mais d'où l'intérêt d'avoir une grande culture ludique pour regarder ce qui se fait et vraiment éloigner ce que nous on crée, quoi. Et du coup, si par exemple, admettons qu'il y a des aspirants ou aspirantes créateurs de jeux dans la salle, est-ce que il faut les décourager parce qu'ils n'ont pas de culture ludique, non, vous pouvez pas créer de jeux? Non, moi je pense vraiment que la culture ludique, elle peut se construire au fur et à mesure. On a toute une vie pour découvrir les jeux, donc c'est vrai que j'ai l'impression que ces 2 personnes ont plus de culture et plus d'expérience que moi dans le jeu de société. Ça ne veut pas me décourager tout de suite, en fait. On est en train de... moi, j'ai l'impression d'être en train de monter en compétences. Je pense qu'eux aussi ont encore cette impression-là. Et on peut se laisser le temps aussi de découvrir tout ça. Oui, je suis d'accord. En fait, je posais une question. Donc et là, on parlait de la créativité, de la création, mais dans le but de l'édition. Pour moi, c'est hyper intéressant, même si on a vu un jeu qui existe, d'essayer de le refaire, alors à notre sauce, pas dans le but de l'édition, mais pour l'exercice de style presque. Et puis ça peut nous donner d'autres idées, et puis l'éloigner d'une autre façon, ou rebondir sur autre chose. Donc, Anabi lui-même était un exercice de game design d'Antoine Boza à la base. Tu veux dire compléter ou? Je sais plus ce que je voulais dire. On passe à la suite, on y revient. Alors, il y a une typologie... Si, je sais ce que je voulais dire. Merde, vas-y, alors. Pardon.
Vas-y, Sur on t'écoute. les jeunes auteurs qui voudraient se lancer Oui, ou autrices, c'est ça. oui, moi je pense qu'il faut vraiment jamais s'interdire d'avoir envie de créer, quoi. C'est essentiel. Enfin, voilà. Et en fait, il y a aussi il y a le revers de la médaille de celui qui s'y connaît trop, c'est qu'il peut avoir tendance à s'enfermer un petit peu dans des habitudes, dans des carcans. Et les jeunes auteurs, les jeunes autrices peuvent vraiment apporter quelque chose de nouveau, avec un regard neuf sur les choses, et c'est hyper important. Et Donc même d'ailleurs, si on n'a pas une culture ludique, on peut avoir des bonnes et des vraies idées nouvelles, en fait. c'est ça. Et d'ailleurs, les binômes, je trouve, jeune auteur, auteur plus confirmé, c'est souvent des binômes assez intéressants, parce qu'il y a une fraîcheur et une expérience qui se complètent assez bien, en fait. Voilà. On va passer à la question suivante. Structural ou scriptural? Alors ça, c'est une typologie dont on parle plutôt dans la littérature. On parle d'auteurs scripturaux. C'est ceux qui vont écrire au fil de la plume. Et les structuraux, eux, vont écrire un plan à l'avance de leur roman, de leur récit, etc. Donc, entre poser la structure de ce qu'on va créer vraiment de manière stricte et développer, faire un plan, etc., ou commencer à créer et voir où ça nous mène, est-ce qu'à votre avis, cette typologie peut s'appliquer à la création de jeux de société? Et si oui, à votre avis, vous êtes plutôt dans quel camp? Alors moi, je suis clairement structural et pas scriptural. Et je vais juste raconter la petite, c'est pas vraiment une anecdote, mais je fais partie d'un groupement d'auteurs à Rennes qui s'appelle Le Graal. Et il y a une autre personne, que je ne vais pas citer, mais qui se reconnaîtra, qui est clairement scriptural. Et on a une C'est Julien Alain, non? C'est Julien Alain, bon, bah, je vais le citer. Et on a une façon de travailler très 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 différente. Et effectivement, lui, il aime beaucoup tester des choses, partir dans tous les sens et vraiment tester, même si c'est pas exactement où il va, ni ce qu'il veut faire du jeu, mais juste tester des mécaniques pour le plaisir, pour la satisfaction, pour l'exercice, quoi. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'ai vraiment une vision en tête et je vais juste rester dans mon coin à réfléchir jusqu'à trouver une solution qui va aller dans le sens de cette vision. Donc deux façons vraiment différentes de travailler. Alors moi je suis d'accord aussi avec cette différenciation, en tout cas entre les deux. Je serais plutôt une scripturale pour le coup. C'est vrai que pour avoir joué avec toi récemment, je me rends compte que oui, on n'a pas le même cerveau. Vraiment, je sens qu'il y a un côté matheux chez toi qui est très marqué. Et moi, je serais plus justement à tester des choses, à voir qu'est-ce qui marche, à plus me laisser emporter par la création, la créativité, voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et puis on verra ce que ça donne, avec quand même une envie d'amener les gens quelque part, mais peut-être par la narration. À la fin, ça ressemble plus du tout à un jeu de draft, en fait. C'est ça? C'est ça. Moi, j'ai envie d'être les deux, en fait. Ça m'intéresse de faire les deux à la fois. J'ai l'impression que c'est même un des trucs les plus particuliers du métier d'auteur, c'est d'avoir une ligne et de savoir dévier de la ligne en fonction du feedback des joueurs, parce que tes joueurs, c'est un peu tes comédiens, en fait. Et quand même garder ta ligne, parce que tu as quand même un truc que tu veux dire à la fin. Donc moi, j'ai envie de faire les deux à la fois. Des fois, je suis plus d'un côté, des fois plus de l'autre, des fois, j'y arrive pas, mais voilà. C'est l'intention, en tout cas. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, oui, évidemment, faire les deux, c'est mieux. J'ai l'impression, avec ta réponse, que tu es quand même plus structural. C'est ça? J'ai eu un doute. Par rapport à... Je reprends l'exemple de Julien, pour ne pas le citer, mais qui, lui, va vraiment tester, même si son jeu, à la base, racontait une histoire de quelque chose, avait du matériel comme ça, bah, il teste autre chose, bah non, ça part sur un autre sujet, ça part sur une autre mécanique, et vraiment, il teste. Alors que toi, tu as quand même une ligne directrice, tu vois globalement où tu vas. Évidemment, on dévie, parce que oui, tout n'est pas... D'accord, ok. Eh bien, parfait. Ouais, la question était un peu un piège parce que je pense effectivement, moi, à titre personnel, je ne suis pas là pour donner mon avis, que la réponse est souvent entre les deux pour la création de jeux de société. Donc pour vous, donc, elle peut tout à fait s'appliquer à la création de jeux. Elle est pertinente. Ok. À partir des mots un peu compliqués. Ouais, ça se finit en al, il y a 3 syllabes, je suis d'accord. Alors, torchon et serviette, comparons un petit peu. Quels sont, alors attention, je l'écris en plus petit, quelles sont les spécificités et les points communs de la création de jeux de société par rapport à la création d'autres types d'œuvres, qu'elles puissent être littéraires avec une faute, pardon, graphique ou musicale? Vous voulez que je la refasse ou c'était trop long? C'est marrant, on sent le même sentiment de solitude. Oups. Personne n'a envie de répondre à cette question. Est-ce que la question est très claire pour tout le monde ou c'est... Ouais, ça va? Bon.
Merci Thomas. Merci. C'est hyper simple, donc je vais répondre oui. Oui. Sérieusement, un point commun qui semble évident, le but c'est de faire ressentir des choses au public, donc ici aux joueurs, sur d'autres médias, aux spectateurs, etc. Donc ça c'est le point commun, je pense évident, il y en a peut-être d'autres. Différence pour moi principale par rapport, alors peut-être pas tous, mais à la plupart des autres médias, que ce soit cinéma, musique, etc. Dans le jeu, souvent on va demander aux joueurs de ne pas être spectateurs mais d'être acteurs. Alors qu'au cinéma, à un concert, on peut être plusieurs à regarder le même film ou écouter le même concert, mais on ne va pas partager, enfin on va vivre la même chose en même temps, mais on ne va pas la partager ensemble. Après, on pourra débriefer, mais dans le jeu, c'est en cours de partie qu'on vit quelque chose ensemble et qui se crée quelque chose entre les joueurs. Ce qu'on retrouve pour moi pas dans tous les autres médias, peut-être dans d'autres, mais pas dans tous. Voilà. Rien à rajouter, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. Moi, je dirais qu'il y a ce côté un peu besogneux, en fait. On va revenir à l'ouvrage régulièrement. On va apporter des modifications. Il y a des choses qui, si on les laisse de côté pendant un moment et qu'on les retrouve, soit ça va nous parler encore, soit pas du tout. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, on était un peu sur une mauvaise voie. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de création un peu sur un temps long. Il y a le process de game design itératif où on fait tester, on modifie, on analyse. On fait tester, on analyse, on modifie, qui peut être très laborieux et qui effectivement s'effectue sur le temps long. Mais finalement, est-ce qu'un écrivain... Oui, est-ce que c'est pas la même chose dans les autres Justement, c'est pour moi... Ah oui, donc c'est un point commun, d'accord. C'était ça, pardon. Ah oui, pardon. Le point oui. commun. Oui, très bien, je suis assez d'accord aussi. Très bien. Expérience et évolution. Avec le temps, qu'est-ce qui vous a semblé évoluer dans votre process de création ? Puisque bon, ça fait maintenant quelques années que vous faites ça tous et toutes. Au début, vous faisiez les jeux d'une certaine façon, et maintenant, après un certain nombre d'années, un peu de bouteille, qu'est-ce que vous faites différemment ? Qu'est-ce que ça vous avez pu gagner ou perdre dans votre process de création ? Je crois que je m'attache un peu plus aux détails qu'avant. J'ai envie d'aller le plus loin possible. Et du coup, je cherche des partenaires, parce que créer un jeu, ça nécessite énormément de partenaires. D'abord des co-auteurs, co-autrices, mais aussi éditeurs, illustrateurs, illustratrices, distributeurs et graphistes, et j'en passe. Et donc, c'est m'entourer avec des gens qui sont OK pour que je détricote tout ça avec eux, quoi. Que vraiment tous les sujets soient abordés et que je me sente vraiment à la fois l'auteur de à peu près tout et partenaire de ces gens-là aussi impliqués que moi. Voilà. Donc c'est vraiment avec le temps, si c'est au début tu créais plus tout seul et tu n'étais pas vraiment en communication avec les autres intervenants de l'édition, etc. Et là tu veux l'être plus. Disons que j'essayais déjà, c'était déjà mon intention, partenariat fort, mais que je connaissais pas toujours assez le milieu pour avoir l'éditeur qui est en face, qui correspond à mon attente, quoi. Parce qu'il y a des éditeurs qui fonctionnent pas de cette manière-là, qui n'ont pas cette envie-là, je pense, qui imaginent le rapport auteur-éditeur différent du mien. Voilà. Donc faut trouver, je veux dire, c'est pas que c'est moins bien, c'est que ça me convient pas, quoi. Enfin, en tout cas moins. Vous voulez compléter ? Oui. Comment avez-vous changé ? Parce que tu as changé, Thomas. Non, j'ai pas changé. Une chose qui n'a pas changé pour moi, j'ai une mauvaise habitude et je la garde et j'y tiens, cette mauvaise habitude. Ma mauvaise habitude, c'est quand je crée un nouveau jeu, de commencer par faire le graphisme. Et ça, je sais que c'est une mauvaise habitude, mais j'y tiens. Et pourquoi c'est une mauvaise habitude ? Parce que quand on crée un jeu, les premières X versions, X pouvant être assez grand, seront à revoir complètement à chaque fois. Donc commencer par le graphisme, ça fait qu'au bout d'un test, seulement un test, on sait qu'il faut déjà tout changer, il faut refaire le graphisme, il faut réimprimer les cartes, il faut... Et pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai besoin d'avoir j'ai un rapport à l'objet. On parlait tout à l'heure du matériel. Pour moi, c'est pas le matériel, mais c'est vraiment mon ressenti face au matériel. Et donc j'ai un rapport à l'ergonomie aussi. J'ai besoin de bien comprendre comment marche une carte, comment les autres joueurs vont appréhender d'un point de vue ergonomique le jeu. Peut-être que s'il a déjà l'air d'un bon jeu, tu te sens plus à l'aise pour en faire un bon jeu, tu as envie d'en faire un bon jeu ? S'il a une bonne tête, graphiquement parlant ? Peut-être, je sais pas. Je m'étais pas... Oui, Pardon. Non, mais c'est une bonne question, je m'étais jamais posé cette question-là. Non, mais il y a un truc, alors c'est plus l'ergonomie que le graphisme vraiment, mais
un jeu qui n'est pas ergonomique, où on a prêté attention plus à la mécanique et moins à l'ergonomie, et ben, quand on va faire les premiers tests, qui sont souvent assez critiques, parce que c'est le moment où on va tout casser ou garder des trucs, si le test ne se passe pas complètement bien, on ne va pas forcément savoir si c'est parce que le jeu n'est pas bon mécaniquement, ou bien parce que les joueurs n'ont pas réussi à appréhender le jeu assez bien, parce qu'il y avait un problème d'ergonomie, et du coup ils avaient un problème de lecture, ils avaient un problème de quelque chose. Et donc pour moi, cet aspect-là est vraiment important, et donc je passe souvent du temps, et puis ça m'inspire aussi. On n'a pas parlé au tout début sur la différence entre thématique, etc. Moi, je pars pas trop d'un point de vue thématique, mais avoir une thématique, ça inspire aussi des mécaniques, et on se repose là-dessus, ça nous propose d'autres idées, etc. Donc pour moi, c'est important ça. Et je sais que c'est une mauvaise habitude, mais j'y tiens. Alors, qu'est-ce qui aurait pu évoluer ? Je crois qu'il y a plus le côté statistique qui me monte en tête quand c'est lancer de dés, c'est une chance sur 6. C'est plus ça, c'est la base des statistiques. Avec vraiment. les cartes aussi ? Parce que moi, j'y arrive pas avec les cartes. Non, pas tant avec les cartes, mais en tout cas, plus ce côté, s'il y a vraiment une phase très forte sur le dé qui est très pénalisante, et ben, j'ai quand même le réflexe, attention, ça va quand même tomber une fois sur 6, donc une fois sur 6, énorme. C'est énorme, exactement. Donc il y a plus ce genre de choses qui vient plus spontanément maintenant qu'avant. Ok. Mais dans votre processus de création, c'est-à-dire la façon dont vous vous mettez à créer, la façon dont vous créez, finalement, vous le faites de la même façon depuis les premiers temps. Est-ce que vous le faites peut-être plus vite, mieux, différemment, ou est-ce que vous avez les mêmes rituels je prépare un peu mieux mes fichiers d'impression, juste pour avoir le moins de coups de cutter possible. Je vois. Voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va revenir. Ouais, moi, je suis un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'ai des moments où, enfin, j'ai des périodes, 1 année, 2 ans, où j'ai envie de traiter, de rentrer avec cette, par exemple, quand j'ai fait Roméo et Juliette et la marche du crabe, c'était à partir d'œuvres, ça m'intéressait vachement de travailler à partir d'œuvres. C'est pas toujours la même manière, et donc c'est pas que j'évolue, c'est plutôt que je navigue, en fait, voilà. Tu explores des voies différentes, tu fais des trucs différemment. Un peu, ouais. Ok. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a un truc que je pense qui a changé aussi, sur lequel j'ai évolué, et je pense que c'est une mauvaise idée. C'est jamais simple, mes réponses. Maintenant, avec l'expérience, évidemment, je vois souvent un peu plus vite si le jeu fonctionne. Et donc, très rapidement, même avant de le ramener dans mes groupements d'auteurs, j'arrive à savoir si le jeu va à peu près, au moins fonctionner, pas forcément être bien et pas forcément amener à une édition derrière, mais au moins mécaniquement il va tenir la route, au moins ça va être intéressant, etc. Ça, j'arrive à peu près à le voir. Mais du coup, le revers de la médaille de ça, c'est que pour moi, du coup, je m'interdis beaucoup plus facilement les choses qui ne marchent pas. Là où avant, pour parler de mon groupement d'auteurs, je pouvais ramener des jeux qui ne marchaient pas. Et je pense que c'est bien de faire ça. Et maintenant, je ramène des jeux, je sais qu'ils marchent, mais du coup, tous les jeux que je ramène pas, qui marchent pas, du coup, je les ai pas fait tester, et du coup, j'ai pas eu d'autres retours qui auraient pu m'amener d'autres idées, j'aurais pu bifurquer sur autre chose. Vas-y. J'ai un peu l'impression, par exemple, moi, si j'avais eu The Mind en tête, il est possible que je l'aurais écarté en me disant ça marchera pas. Donc c'était un peu une erreur, quoi, du coup. C'est possible, en tout cas, que je l'élimine dans ma tête en me disant c'est trop perçu. Donc avoir de l'expérience, en fait, on devient plus exigeant, on analyse mieux ce qu'on fait, ne serait-ce que sur le papier, mais c'est pas que du bénéfice, en fait. Ça brille une certaine forme de spontanéité parfois, quoi. On doit s'autoriser à faire des erreurs pour voir où ça peut mener, en fait. Ouais, c'est très juste. Ok, merci. Sujet qui fâche. Artistique ou alimentaire ? Pensez-vous que le potentiel éditorial et commercial de vos jeux oriente vos créations ? C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où vous créez vos jeux, vous vous dites « Ah oui, ça c'est tendance, ça va bien marcher » ou « Ah oui, ça c'est sûr, je vais pouvoir le signer chez machin » ou « Ah oui, ça c'est sûr, on va en vendre des palettes ». Est-ce que ça oriente vos créations ? Clairement, je veux dire, on est des auteurs et des autrices. Là, je ne veux pas renvoyer à un conflit entre l'image d'Épinal de l'artiste qui fait du vrai art, avec beaucoup de guillemets, mais qui crève la dalle dans sa chambre, et l'artiste qui fait de l'alimentaire, des œuvres formatées, etc., pour le marché, mais qui du coup vit bien de son métier. Voilà, c'est très caricatural les deux extrêmes que je viens de donner. Où est-ce que vous vous situez là-dedans, vous ?
Est-ce que vous y pensez parfois? Est-ce que vous pensez que quelque part ça vous oriente? Un peu. Je dirais que, en fait, je suis pas du tout de la famille des auteurs qui vont faire une quantité de jeux impressionnante en se disant qu'il y en a un qui va marcher. Parce que j'ai l'impression que j'en serais incapable. Je vais exploser en vol. Je suis déjà pas loin de la surcharge de temps en temps. Donc je voudrais En termes de nombre de projets, tu veux dire? Ouais, et puis en termes de disponibilité d'esprit, quoi. À un moment donné, ça sature un peu quand même. Et du coup, je me dis, le meilleur pari que je peux faire, sans doute, pour que ça marche, c'est de faire des jeux qui me ressemblent vachement et de parler vraiment de ce que moi j'ai envie de. Ça sera plus singulier, donc ça sera plus typique. Et donc du coup, ça va sortir plus du lot. C'est le pari que je me fais à moi-même, ça. Et donc du coup, finalement, le fait de penser la réussite d'un jeu, ça me conforte dans le fait de faire des jeux qui me ressemblent. Donc c'est plutôt cool pour moi. Ok, donc tu penses qu'au contraire, toi, tu as refusé le formatage du marché. Tu as choisi délibérément plutôt de l'ignorer. J'essaye. Ouais. J'y arrive pas toujours. Non, bien sûr, on a nos biais, mais tu as choisi d'essayer de l'ignorer et de mettre de faire le pari de ta singularité et de l'OTAN. Ok, d'accord. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on veut vivre de ce métier, on est face à des gens qui vont nous parler argent et qui vont nous parler coût de production, coût de fabrication. Et c'est vrai que forcément, ça rentre un peu dans la balance, malheureusement. Après, moi, j'ai un jeu qui est pas du tout en cours d'édition, mais que j'adore. Et je me dis que peut-être un jour il sera édité, mais je sais qu'en fait, il est cher. Même si c'était un jouet, il serait déjà cher. Et donc, on est un peu entre les deux. Et peut-être qu'un jour, ça sortira, mais je sais pas trop quoi faire de ce projet. Donc il y a une forme de pragmatisme dans ce que tu fais, et tu es forcé, et en même temps, je veux dire, c'est pas sale, j'ai envie de dire, dans le sens où quand on veut vivre de son métier, est-ce qu'on n'est pas un peu obligé de prendre en compte ce formatage-là, quoi? Si, complètement. Je pense que le fait d'avoir travaillé dans le jouet d'abord, on a vraiment des coûts matières qui sont réels. Hein, et c'est vrai que la façon de calculer le coût d'un jouet n'est pas la même que la façon de calculer le coût d'un jeu de société. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où déjà le matériel est cher, on sent bien que le projet ne va pas forcément être porté par les marques. De manière inconsciente, c'est sûr qu'on y pense. Moi, je prends pas mal en compte, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais, mais le coût de fabrication. Si je sais qu'il y a 50 dés, il y a 200 cartes, mais pour un jeu hyper familial qui devra coûter maximum 10 €, c'est que c'est pas possible. Donc il y a un truc qui va pas. Soit on fait un autre jeu, soit on change la cible, soit on... Voilà. Après, à titre personnel, j'essaye... Alors, de manière inconsciente, peut-être que ça joue quand même, mais j'essaye de ne pas faire un jeu dans le but qu'il marche, mais plus de faire un jeu parce que moi, j'ai envie de jouer. En fait, c'est compliqué de lire les attentes du public. Je pense que c'est hyper... Il y a des métiers pour le faire, mais en tant qu'auteur, à titre personnel, je suis incapable. Donc mon parti pris, c'est de faire des jeux que moi, j'ai envie de jouer. Et en espérant que si moi, j'ai envie de jouer, peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui ont envie d'y jouer. Et c'est vraiment... Et je sais qu'il y a plein d'auteurs qui font des commandes et qui font des jeux auxquels ils n'ont pas trop envie de jouer, c'est pas forcément leur cible. Moi, ça, j'en serais assez incapable, je pense. D'accord, ok. Non, je note quand même que vous essayez malgré tout de rester fidèle à la sincérité que vous avez dans votre process de création, mais que, comme souvent, la réponse est complexe et se situe un peu entre les deux, elle n'est pas simple. Voilà, donc elle n'est pas du tout dans une de ces deux images d'Épinal que j'ai données au début, qu'on est forcé de tenir compte ou d'avoir un petit peu ces deux aspects en soi, quoi. On veut rester fier de ce qu'on fait, mais on ne peut pas ignorer le fait que si on veut vivre de son métier, il va falloir tenir compte du marché, quoi. Okay. Jeux et société. Selon vous, quel est l'impact sociétal? Ouais, la barre est un peu haute. Quel impact sociétal de vos jeux? Même si la question peut paraître très générique, je vais recentrer un petit peu sur, puisqu'on est dans le process de création, est-ce qu'au moment où vous créez vos jeux, si vous pensez que les jeux de société en général ont un impact sur la société, est-ce que vous vous dites, ce jeu-là, il véhicule telle valeur, telle idée, tel propos, est-ce qu'il est bon que je le fasse, est-ce que, etc., etc. Moi, j'aimerais bien poser une question pour vraiment cadrer ta question. Vas-y. Est-ce que ça veut dire un impact sur les gens, du coup d'un point de vue social, mais sur les personnes,
ou sur la société, et du coup plus d'un point de vue écologique, d'un point de vue... Et j'ai envie de te répondre les deux, mon capitaine. Voilà. Pardon, excuse-moi. Mais les deux sont des réponses qui pour moi seraient pertinentes parce que je crois que je vois où tu veux aller et les deux seraient des sujets intéressants à creuser. Donc je t'écoute si ça te... Non. Si. C'est compliqué comme question. Alors, oui. Impact sur les gens, j'espère. Mais... De quelle nature, à ton avis? En fait, ouais, je sais pas. Pour prendre mon exemple des jeux que j'ai fait, parce que c'est ce que je maîtrise, les jeux Carte Aventura que j'ai fait, j'espère que ça a touché quelques personnes. Voilà. Donc, il y a des thèmes engagés dedans. Il y a certains, en fonction des scénarios, il y a des choses assez différentes. Mais il y a un scénario, par exemple, sur la représentation, sur le genre, je sais que, en tout cas, j'ai eu quelques retours de personnes que ça a vraiment touché. J'espère qu'il y a quelques personnes qui ont compris le message, qui ont compris ce qu'on voulait dire, etc. Donc, j'espère que ça a touché quelques personnes. Après, est-ce que ça touche la société? Est-ce que ça fait évoluer la société? Si c'est ça ta question, ça peut l'être aussi. C'est hyper compliqué. On est à une petite échelle, quoi. Donc la réponse, ce serait non. Que l'impact, il est très difficile à quantifier, etc. Pour toi? C'est pas non. Non, ou que ça n'a pas d'impact sur la société. Si, forcément, si ça a eu un impact sur au moins une personne, forcément, ça a un impact sur la société. Même si ça fait changer un tout petit peu d'esprit une personne, peut-être que demain, elle va changer un tout petit peu son discours et l'effet papillon, tout ça. Mais après, à quelle vitesse, à quelle échelle, sur le long terme, sur le court terme, c'est compliqué de juste dire oui, mes jeux ont un impact. Qui on est pour dire ça? C'est un peu... Non, je sais pas, c'est compliqué comme question. Tu trouves ça prétentieux comme... un petit peu. Un petit peu ouais. C'est vrai? Ok. C'est leur donner une importance que tu penses qu'ils n'ont pas forcément? Oui. Ouais. Oui. Ok. C'est intéressant comme réponse. Parce que je suis pas d'accord avec toi, mais je suis pas là pour donner mon avis. Mais... non, mais si. Non, si, mais... vas-y. Non, mais je veux dire, pour moi, on peut penser à un impact en termes beaucoup plus neutres. Pas en dire je vais impacter la société, genre je vais demain radicalement faire changer la vie des gens, etc. À mon sens, évidemment, un seul jeu de société ne peut pas le faire. Comme je le disais ce matin, quand je parlais d'histoire de jeux de société, on ne devient pas capitaliste en jouant une seule de Monopoly. Il en faut 3-4. Non, mais en revanche, le fait qu'il se soit vendu 250 millions d'exemplaires du Monopoly en 100 ans, à mon avis, était une myriade de stimuli culturels qui, en plus de films, de livres, de vidéos, de magazines, etc., qui véhiculent des valeurs au même titre que des tas d'autres stimuli culturels. À titre personnel, je vois l'impact des jeux de société comme ça, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas leur accorder effectivement plus d'importance que ce qu'ils n'en ont, parce que par ailleurs, il y a une forme de second degré dans la façon dont on peut pratiquer le jeu de société. Et donc on peut avoir une autodéfense intellectuelle critique par rapport aux propos ou aux valeurs véhiculées par un jeu. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pour moi anodins. J'ai trop parlé. C'est vraiment sur la quantité de jeux. Et donc, alors pour Monopoly, évidemment, il y en a eu des millions et des millions, mais un jeu qui se vend de manière plus raisonnable va pas changer fondamentalement la société. Mais par contre, plusieurs jeux qui vont un peu dans le même sens vont petit à petit changer un petit peu les idées, etc. C'est mon avis, ouais. Mais je suis curieux d'avoir le vôtre. Moi, je dirais simplement que pendant 15 ans, avant d'être auteur de jeu, j'étais animateur social, je travaillais en centre social. Et j'ai l'impression de faire encore un peu le même métier d'une autre manière. Donc je pense que j'impacte sociétalement par ma création, comme j'impactais sociétalement quand j'étais animateur. Tu pourrais préciser un peu en quoi tes jeux, tu penses qu'ils impactent la société ? Je pense que quand on joue à mes jeux, on a une façon de relationner qui est particulière, qui nécessite de penser que l'autre va être intelligent, va bien jouer, va aller dans une réflexion qui est peut-être différente de la mienne, mais qui va pouvoir potentiellement être complémentaire, ou peut-être je vais essayer de comprendre comment l'autre fonctionne pour essayer de fonctionner au diapason avec lui. Parce que tes jeux sont coopératifs. Notamment, ouais. Et donc ça amène à s'intéresser un peu à l'autre, quoi. Donc c'est un début d'empathie, de solidarité, voilà. Donc c'est du travailleur social en fait, c'est un peu la même chose. Ok, merci. Laure. Oui. Alors je ne sais pas si les jeux auraient un impact direct sur la société, mais je trouve que de proposer un temps convivial entre personnes, c'est déjà quelque chose en soi. Et finalement, c'est le début de quelque chose, je dirais presque peu importe le type de jeu. Et finalement, le côté aussi, la démocratisation des jeux coopératifs, je trouve, ça va dans le bon sens par rapport à notre société qui va apprendre de plus en plus à coopérer. On sait qu'aujourd'hui,
les jeunes écoliers, écolières françaises ont plus de mal à coopérer que d'autres étudiants, élèves européens, notamment par rapport à la Suède, la Finlande, etc. Du coup, je pense que aller vers des jeux coopératifs peut potentiellement faire changer en partie la société. Alors, je vais y aller un peu fort, mais du coup, le jeu compétitif, c'est mal ? Il en faut plus, c'est ça ? C'est pas bien ? Moi, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas qu'une question rhétorique. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Du coup, si les jeux coopératifs, et je suis assez d'accord avec toi, ça peut avoir beaucoup de conséquences très positives sur les gens et la pratique, leur empathie, etc., l'écoute de l'autre. Mais du coup, les jeux compétitifs, c'est bien ou c'est pas bien ? L'adversité, c'est très formateur aussi. Face aux autres, face à tes collègues humains ? Ouais. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un déséquilibre qu'on peut rééquilibrer. C'est peut-être plus ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller que d'un côté, mais il y a... Et puis j'ai l'impression en plus du côté de l'innovation, il y a beaucoup de place du côté coopératif parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas explorées encore. Et moi, comme j'aime bien aller chercher des choses nouvelles, c'est aussi de ce côté-là que ça m'intéresse, en tant que défricheur un peu. Mais ça n'empêche que mais c'est ce que tu disais, hein, jouer à un jeu qui soit coopératif ou pas, c'est déjà respecter les règles en commun et donc vivre ensemble, quoi. Donc c'est déjà en soi déjà un impact sociétal en soi. Ouais. Ouais, puis il y a quelque chose de cathartique aussi de pouvoir de jouer à un jeu de compétition qui reste là où la compétition reste dans le cadre du jeu. Ça permet peut-être d'être un exutoire, d'apaiser les tensions sociales, etc. Peut-être. Ça, je trouve que des fois, par contre, c'est un peu facile comme réponse. Je trouve que c'est un peu c'est ma réponse, c'est tout fait. J'irai pas jusque là, mais voilà. Ah oui, c'est parce qu'on a entendu beaucoup que tu trouves ça faux ou... Je me questionne sur le sujet, je ne suis pas prononcé clairement. Je trouve que c'est un peu une réponse facile. J'aurais envie que les gens qui me répondent ça puissent aller un petit peu plus loin. Pourquoi, comment, tout ça. Ok, on n'en a pas aujourd'hui. Thomas. Oui, je pense que ça dépend aussi de la façon de le présenter. Il y a des jeux compétitifs où il y a clairement de l'affrontement direct et où on va taper sur l'adversaire. Pour moi, ça ne va pas véhiculer les mêmes messages qu'un jeu compétitif où c'est plus bienveillant, où oui, il y a un vainqueur à la fin, mais pas forcément au détriment ou pas de manière directe sur les autres. Et pour moi, c'est pas le même message qui est véhiculé entre les deux, quoi. Je suis tout à fait d'accord, le message n'est pas le même, mais est-ce que l'utilité sociale de pouvoir se taper dessus dans le cadre d'un jeu... je ne sais pas forcément l'argument, mais c'est pour moi, du coup, on va aller dans le thème de la compétition, d'un point de vue général, pas forcément dans le jeu, mais ça permet aussi de s'élever, de tirer les autres vers le haut. S'il y a un vainqueur, les autres peuvent se comparer à lui et essayer de s'améliorer d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas forcément de manière négative. Ouais, c'est ça, c'est une question d'émulation entre joueurs et joueuses. Et du coup, en effet, on peut avoir la victoire comme un objectif ou juste comme une étape vers une amélioration. Ouais. Je trouve que ça dépend aussi vachement du cas dans lequel on joue, avec qui on joue. Moi, je ne jouerai jamais un jeu où on se tape dessus avec ma femme parce que ça va mal finir, je le sais, quoi. Par contre, de jouer avec mon grand garçon un jeu un peu compétitif où on se tire la bourre, ça peut être un très bon moment partagé ensemble. Ou avec mon vieux pote pour qu'on se charrie pendant une semaine après, c'est très bien aussi. Voilà, ça dépend ce qu'on veut et ça dépend avec qui. Je pense pas qu'on a une réponse toute faite à cette question-là, en fait. Ok. J'aimerais bien juste rebondir sur ta réponse d'avant, où tu disais que tu étais avant au travailleur social. Et du coup, tu avais un impact direct, mais même visuellement, tu travaillais avec des gens, l'impact, tu ne pouvais pas le louper. Et maintenant, tu penses quand même que tes jeux ont un impact sociétal, mais du coup, tu le vis plus, toi, humainement, de la même façon. C'est juste que tu sais, après, tu joues aussi avec des personnes et tu vois, mais tu espères que les gens ont compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux de perception de ta part là-dessus ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, un peu, mais pas tellement en fait. Je travaille avec le public adolescent, c'est un peu des taiseux, tu te rends pas toujours compte de ce que tu fais. C'est des fois des années après, par un comportement, par une attention qui t'est portée, que tu te rends compte que tu as fait quelque chose de cool. Moi, dans le milieu du jeu aussi, on a quand même la chance d'avoir des joueurs qui viennent demander des dédicaces, qui viennent discuter avec toi, te dire merci beaucoup pour ce jeu, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai du feedback aussi, hein, donc c'est assez comparable en fait, je trouve. C'était pas si pire comme question finalement. Oh, une autre. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Culture et symboles. L'usage de clichés ou de stéréotypes dans les jeux de société est-il inéluctable ? Alors, pour donner un peu de contexte à cette question,
Il y a un article du célébrissime auteur Bruno Feduti qu'il a publié il y a quelques années, où il indiquait que les tropismes, les stéréotypes étaient inévitables dans le jeu de société parce que dans les petits jeux où on n'a que quelques cartes ou des plateaux où on n'a pas l'espace pour développer une narration complexe, pas beaucoup de texte, pas beaucoup d'images, et bien dans ces cas-là, on ne peut pas instaurer une narration complexe, un univers dense, nouveau, etc. Et donc, il était souvent plus utile, plus efficace d'utiliser dans les jeux de société des univers tout faits, clichés, stéréotypés comme le Far West, un Japon stéréotypé, l'Orient avec des jeans, etc., etc., etc. Est-ce que, du coup, la nature de notre média fait que l'usage de clichés ou de stéréotypes, c'est inéluctable ou pas, à votre avis? J'ai envie de dire oui et non. Déjà, si on parle d'un point de vue représentation sur des sujets un peu woke, on va dire, pour moi, oui, on peut l'éviter. Enfin, il n'y a pas besoin de représenter, on va pas aller dans le racisme, mais il y a des jeux, il y a 10 ans, qui avaient une façon de représenter certaines personnes qui maintenant, j'espère, ne se ferait plus. Et ça, on peut l'éviter. Par contre, je rejoins un petit peu, pas forcément complètement, mais ce que disait Bruno Feduti, du coup. Je suis assez d'accord. Pas forcément sur un petit jeu, il faut que ça soit simple, mais en fait, plus sur, globalement, si dans un jeu, tout est nouveau, que ce soit d'un point de vue thématique, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue... Vraiment, si tout est nouveau, parce qu'on veut faire le jeu le plus novateur, bah, du coup, les joueurs auront sûrement plus de mal à le prendre en main. Même d'un point de vue graphisme, si dans un jeu, bah, c'est plus les pièces ou c'est plus les étoiles pour les points de victoire, si vraiment tout est nouveau, il faut réapprendre un nouveau thème, du coup, qui est assez mis en place, assez lourd. Il faut apprendre une nouvelle mécanique qu'on n'avait jamais vue. C'est des enchères hollandaises, ça s'est déjà vu, mais voilà. En draft inversé. Il faut apprendre une nouvelle iconographie. C'est des iconos qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Si tout est nouveau, c'est compliqué à prendre en main. Alors que si on veut mettre en avant un truc bien précis, parce que ce qui est novateur dans notre jeu, c'est ça, on peut se reposer sur des choses un peu établies. Des clichés ou des stéréotypes? Sans aller, en fait, ça dépend ce qu'on met derrière les mots clichés, stéréotypes. En fait, c'est ça qui est compliqué. Alors moi, ce que je mets derrière ces mots, c'est en gros quand on l'a dans le curseur de compréhension d'un sujet ou d'une culture. Pour moi, le cliché ou le stéréotype, c'est juste après l'ignorance. C'est-à-dire que il peut y avoir une culture ou un sujet dont tu ne sais rien du tout, tu n'en as pas connaissance. Et après, tu vas avoir à peine quelques bribes d'informations dessus. Tu vas t'en faire une image très caricaturale, très schématique. Et à ce niveau-là, il peut y avoir des clichés ou des stéréotypes parce que ton image sera finalement pas complexe, pas réaliste, etc., etc. Et donc, c'est une image facile qui, finalement, est, à mon avis personnel, est inévitable dans le sens où tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout et tout savoir. Et donc, il y a une place pour le cliché et le stéréotype dans nos représentations qui, à mon avis, est inéluctable. Mais est-ce qu'il y a moyen dans les jeux de société de faire autrement ou est-ce que finalement c'est une bonne chose de continuer à nourrir ces mondes-là qui sont juste au-dessus de l'ignorance? Ma question est un peu orientée, peut-être. Ah non. À peine. Et si vous essayez malgré tout d'y répondre, et pardon. Avant que tu parles du cliché et du stéréotype avec ces précisions-là, moi j'avais quand même envie de dire que le jeu, pour moi, c'était un espace symbolique. Du coup, c'est une des forces du jeu, c'est de montrer d'un point de vue symbolique ce qui peut se jouer dans la vie. Donc, bien sûr qu'on va jouer sur des clichés, ou en tout cas sur des images qui sont partagées par un grand nombre. Et qui sont peut-être réductrices. Et qui sont sans doute réductrices même. Mais peut-être que dans le même temps, on peut avoir un angle de vue particulier qui montre, qui témoigne qu'on a conscience que c'est un cliché, par exemple. J'ai pas d'exemple en tête. Hein. Zut, j'allais t'en demander un, c'est ballot. Ça a l'air bien pourtant. J'étais en train de le chercher, mais je l'ai pas. Voilà, mais je pense qu'on peut utiliser des clichés, mais en ayant conscience d'en avoir, quoi. Voilà. Mais pas avec ta caricature. Enfin, la manière dont tu décris le terme de cliché, non, j'irai pas jusque là. Juste au-dessus de l'ignorance, on peut aller un peu plus haut quand même. Si tu veux. Et après, je pense que ça dépend aussi si ça touche des personnes humaines qui existent ou pas. Donc si c'est des clichés sur une civilisation qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas européenne, j'en sais rien, et donc ça va toucher, c'est peut-être plus compliqué, plus délicat. Pour faire un jeu simple où on n'a pas besoin d'avoir un thème hyper travaillé, on fait un thème heroic fantasy classique et que ça ne va pas blesser qui que ce soit, bah, tout le monde va avoir... Les nains, ils vont pas le mal. Voilà, les nains, ça va... Si, peut-être un petit peu. Mauvais exemple.
voulais compléter, J'ai Julien? l'exemple, je crois. Ah, vas-y. Mais c'est pas Château Aventure. Il y aurait peut-être une deuxième boîte qui sortirait un jour. Et il y a ah ouais, ok, bah cool. Et apparemment dedans il y a un scénario de Théo Rivière que j'avais joué il y a plusieurs années en arrière, qui s'appelle Princesse Aventure. Et je trouve il utilise le cliché de la pauvre princesse malheureuse qui attend son prince charmant et il le défonce pendant tout le scénario et c'est hyper bien vu. Et je trouve que là il y a un cliché avec un angle de vue. Voilà. Donc les clichés auraient leur place s'ils sont là pour se faire surmonter, surpasser. Oui. Voilà, d'accord. Jouer avec, quoi. Et du coup, c'est une transition toute trouvée sur un jeu que j'avais essayé sur le thème des princesses et des chevaliers. Donc il y avait bien une princesse à délivrer. C'était 4 chevaliers qui devaient se tirer la bourre pour libérer la princesse, l'épouser pour être roi. Enfin, voilà, donc on était nickel. Et puis en plus, finalement, dans la partie, une fois que la princesse était sortie du donjon, les chevaliers pouvaient continuer à se la battre. Donc elle passait de chevalier en chevalier comme ça. C'est toi qui as fait ça? Non. Ah. Non, moi j'ai changé le thème en transformant la princesse en trésor et les chevaliers en pirates. Et comme ça, pirates, c'est mixte. Donc on avait 2 femmes pirates, 2 hommes pirates et un trésor. Du coup, que le trésor se balade entre plusieurs bateaux, c'était moins choquant. D'accord, donc finalement, tu as pu dépasser l'usage du cliché dans ce cas-là. Tu as pu trouver une autre manière de mettre en scène les mécaniques oui. En sortant le cliché du jeu, quoi. Même s'il reste le cliché capitaliste. Oui. Exact. J'ai pas voulu le dire, mais ça me fait plaisir. Bon, je le dis, même s'il reste le cliché capitaliste. Voilà, de la grosse caisse pleine de pièces d'or. Mais on peut pas tout changer, tu sais, il y a les codes, les pièces d'or, les étoiles pour les points de victoire, tout ça. Ok, très bien. Ou alors on peut tout changer, mais progressivement. Pas tout d'un coup. Espèce de réformiste. Ok, merci pour vos réponses qui étaient éclairantes. Ah oui, bah là on est sur quelque chose de beaucoup plus léger parce qu'on a parlé de beaucoup de thèmes sociétaux. Et finalement, en dehors de la société, il y a vous en tant qu'artiste, auteur, en tant qu'auteur ou autrice. Est-ce que créer des jeux de société, ça vous rend heureux ou heureuse? Et pourquoi? Oui. Merci Thomas. Pourquoi, je ne sais pas du tout. Mais oui, créer... et je vais aller même plus loin que ça. Ce qui me rend le plus heureux, c'est créer, pas forcément jouer, pas forcément faire jouer, mais c'est vraiment l'étape de création. Je trouve ça vraiment jouissif. Et après, c'est cool de jouer, c'est cool de faire jouer aux joueurs, j'adore ça. Mais l'étape de création, il y a un autre truc, mais pourquoi, je n'ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est pas un jeu dans le jeu? C'est pas un jeu de la création en soi? Si. On est d'accord? Oui. Okay. En fait, je suis joueur, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Okay. Je trouve en effet que de créer des jeux, forcément, ça nous amène dans une disposition où on est dans une recherche, en fait. Et je trouve que plus on crée, plus on a envie de déployer cette chose. Et je trouve que c'est comme n'importe quel projet dans la vie, plus on y passe du temps, plus ça prend de la place, plus c'est cohérent, plus on a l'impression d'avancer. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que, en tout cas, moi je passe par des moments de frustration dans la création, où des fois ça va pas du tout vers où je veux aller, mais je sais qu'en persévérant, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Du coup, pour moi, c'est ça en fait, arriver à une mécanique qui va pouvoir être présentée, jouée entre nous et en plus améliorée par des retours de pairs. C'est toujours très, très enrichissant. Et est-ce que ce jeu sur lequel tu trouves particulièrement enrichissant de travailler, s'il n'est jamais signé, s'il n'est jamais édité, est-ce que pour toi il n'est pas fini? Est-ce que du coup il t'aura rendu moins heureux? Ou est-ce que le moment où il est édité, il faut ça pour compléter le process, tu vois? C'est une bonne question. Je pense qu'en vrai, être édité, c'est une reconnaissance. Du coup, il y a quand même une immense joie. Mais en même temps, en fait, c'est un peu comme si la création irait avec une idée productiviste, où chaque création doit avoir un résultat efficace, alors qu'en fait, non, la création peut être en soi quelque chose de riche. Merci Laure, j'adore ta réponse. Et distribuer le bon point.
T'as gagné. Non, mais là, pour le coup, merci. Je trouve ça très beau. Moi, je dirais que c'est une passion de jouer, c'est une passion de créer, donc je suis plutôt heureux d'être dans cette passion. Après, une passion, c'est un peu dévorant aussi, et donc il y a des moments où je me fais un peu attraper, et puis j'en oublie mon repos, mes relations sociales proches, ou des trucs comme ça. Et je me dis, non, le heureux, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut arriver à composer avec tout ça. Ça te rend pas heureux tout le temps? Ça me rend pas heureux tout le temps, non. Ça me rend heureux souvent, quand même. Et du coup, pour rebondir, est-ce que vous conseilleriez à des jeunes personnes, des jeunes gens, allez-y, allez faire du jeu, vous allez voir, c'est super? Ou vous diriez, faites gaffe quand même, quand il faut tester 100, 150 fois ton jeu, au bout d'un moment, tu n'en peux plus? Ouais, plutôt quand même. Hein. Non, mais c'est les vieux, au fond, là. Pardon, la caméra ne voit pas, nous avons Thomas Vercheck et Juan Rodriguez dans le fond qui font les vieux du Muppet Show. Voilà. Reprenons. Non, moi je pense qu'il faut. Oui, je conseille. Allez-y si on a envie. Si l'envie est là, faut y aller. Après, on verra bien. Peut-être ce sera une passion passagère. Peut-être on sera jamais édité. Peut-être on sera multi-édité. Peu importe en fait. Le chemin, on verra bien. Le chemin vaut la chandelle, quoi. Ouais. Ok. Je vais rebondir parce qu'il y avait une petite question que je voulais vous poser pour conclure un petit peu cette table ronde qui touche un peu à sa fin, et on va pouvoir du coup avoir le temps de faire des questions-réponses s'il y a des gens qui en ont. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un jeune auteur ou une jeune autrice qui débute, qui a peut-être 1 ou 2 protos, qui fait ça depuis quelques mois ou 1 an max? 2 conseils. Premier conseil, J'ai dit un. Non, un seul? 2, vas-y. Ouais, okay. Premier conseil, se rapprocher d'un groupement d'auteurs. C'est hyper formateur et c'est. Sauf ceux de Rennes, évidemment. Ils sont méchants à Rennes, il paraît. Ouais, surtout un, il me semble, qui a Ah oui. une barbe. Voilà, premier conseil. Pourquoi il faut se rapprocher d'un groupement d'auteurs, dis-nous? Ça permet d'avoir des retours de joueurs plus expérimentés dans la création. En fait, les retours de joueurs de sa famille, tout le monde va être hyper complaisant, donc c'est cool. Hein, on partage des moments comme ça, mais ça va pas être des retours pour améliorer le jeu, ça va pas être hyper productif souvent, pas toujours hein, évidemment. Et après, des retours du grand public, c'est-à-dire vraiment des joueurs. C'est compliqué souvent de faire le tri. Il y a plein de bons retours. Évidemment, leurs retours sont hyper pertinents parce que ils le vivent comme ça. Donc oui, c'est pertinent, mais savoir qu'est-ce qu'il faut changer parce qu'ils n'ont pas aimé le jeu, c'est hyper compliqué. Alors que les retours, souvent d'auteurs, pas toujours, ça dépend des auteurs aussi, mais souvent ils vont réussir à mettre le doigt sur le jeu marche pas, mais regarde, ici je pense qu'il y a un souci, peut-être que là il y a un truc à retravailler, je sais pas comment, mais essaye de travailler cette partie-là. Et donc, c'est pas que critique, c'est constructif en fait. C'est critique, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Oui, et du coup de manière constructive, évidemment. Donc ça c'était le premier conseil. Et deuxième conseil, ne pas avoir peur du premier jeu qui souvent sera pas très bon, mais du coup qui est souvent hyper formateur. Et oui, il sera pas très bon, il sera bon, mais il sera peut-être pas, ça dépend des gens. Ouais. Mais c'est hyper formateur, et on en parlait tout à l'heure, mais l'échec, on apprend tellement plus. C'est pour ça qu'on parlait de maintenant avec l'expérience, on se met des barrières, ce qui est une mauvaise chose. Les premiers jeux, c'est souvent ce qui nous libère plein de choses, donc oui, ne pas avoir peur de l'échec. Donc essayez le premier jeu, et s'il marche pas plus que ça, essayez un deuxième. Ouais, faut être résilient face à l'échec en fait, surtout, c'est important. Oui. Moi, je dirais de sortir les idées de sa tête. Commencer par vraiment poser tout sur le papier. En fait, je trouve que quand j'imagine une mécanique, dans ma tête, tout marche. Et à partir du moment où je le mets sur papier, je commence à découper des choses, etc. D'un seul coup, c'est là qu'il y a des petits grains de sable qui arrivent. Et je trouve que vraiment se lancer, c'est ça qui va commencer à permettre vraiment le début de la création. Donc, c'est vrai que le jeu de société, finalement, c'est facile à prototyper. C'est pas comme si on vous dit j'ai une idée de fauteuil. Allez-y, découpez du bois, faites de la tapisserie si vous voulez. Mais en fait, là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc, vraiment, oui, le prototypage, allez-y franchement. Il faut y aller très tôt. Oui. Il ne faut pas noircir un carnet de centaines de pages de ses règles et se contenter de faire ça. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais revenir un peu sur ce que je disais, je crois, au début. C'est que le conseil que je donne souvent, c'est de rester sur le fil entre... j'ai perdu le fil parce que je viens de faire une citation d'un de mes propres jeux sans faire exprès.
ça m'a perdu. Entre avoir une idée à nous, être têtu par rapport à l'idée qu'on a envie de voir au final sur le jeu, et être à la fois ouvert d'esprit pour écouter les retours des autres joueurs. Et jamais oublier ni l'un ni l'autre, en fait. Parce que si on écoute trop les retours, à un moment donné, notre jeu, c'est plus notre jeu, il ressemble à rien, c'est une espèce de machin qui est mélangé par plein d'avis différents. Mais par contre, si on n'écoute jamais les retours, eh ben, on peut aller dans le mur et en fait jamais voir le truc qui pose problème. Donc c'est toujours être sur les deux à la fois, têtu et ouvert d'esprit. Je vais rebondir. C'est vrai que des fois, on a des retours et on nous pose la question, mais pourquoi tu as fait ça comme ça ? Et finalement, on ne sait plus. Moi, des fois, j'ai l'impression que je ne sais plus pourquoi je l'ai fait comme ça, ou c'est loin dans la création. Et des fois, je me dis, ah oui, mais tu as raison, peut-être que ce serait mieux si je le faisais comme ça. Et c'est parfois quelques heures après, quelques jours après, je me rappelle, mais si, en fait, c'est pour ça que je l'avais fait comme ça. Du coup, ça avait un sens. Mais en effet, ne pas forcément oublier cette partie-là. Et quelquefois, à l'inverse, c'est des reliquats de décisions que tu avais prises avant, mais qui ne s'appliquent plus à l'état actuel du prototype. Donc il faut que tu lui dises, en fait, ciao, c'était une bonne idée à l'époque, mais là maintenant, c'est plus celle-là la bonne idée. Donc les deux à la fois tout le temps, en fait. Ah, du coup, je vais rebondir là-dessus, parce que j'adore placer une citation que je place souvent, mais que j'adore, qui est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer ». Et du coup, moi, j'aime bien souvent avoir un jeu, effectivement, des fois, on ne sait plus pourquoi on a fait un truc, et essayer d'enlever une partie du jeu, et voir s'il marche toujours. Du coup, est-ce que cette partie qu'on a enlevée était vraiment pertinente ? Peut-être que le jeu est mieux si on arrive à retirer. Si le jeu marche toujours et procure toujours des émotions sans ça, c'est que c'était peut-être en trop, quoi. Mais peut-être pour ça aussi, il faut arriver à se détacher parfois de l'affect, de l'émotionnel qu'on a par rapport à certaines décisions qu'on a prises pour le jeu, et se dire ça c'était une bonne idée, je peux pas l'enlever, mais si, c'est pas grave, le jeu sera mieux sans, quoi. Des fois, tu peux la garder, ta bonne idée, ton truc émotionnel aussi. Ouais, il faudrait qu'on parle dans le contexte. Bref, on va se quitter sur cette magnifique citation, on va oublier les conneries qu'on a dit après. Ça faisait une extrêmement bonne clôture, je crois qu'on va la garder comme ça. Tu couperas au montage, Pierrot. Merci. Notre table ronde est finie, mais pas tout à fait, parce qu'il nous reste 23 belles minutes, pour qui veut, pour poser des questions à nos intervenants. Est-ce qu'il y en a des questions sur le processus de création de jeux de société, etc. Bonjour à vous. J'aimerais savoir quel est l'événement ou le désir qui vous a fait commencer par devenir auteur de jeu. Est-ce que c'était parce que je pense que vous n'êtes pas... Après vos études, je commence à être auteur de jeu, ça s'est venu comme toi, tu as fait un autre travail avant, etc. Donc quel est le désir, l'événement qui vous a fait... Moi, ça m'est tombé dessus. Enfin, je jouais beaucoup et une nuit, en vacances, j'ai eu l'idée d'un jeu. Mais j'avais jamais fait ça, hein, je savais... Et donc j'ai posé les premières bases, et puis en fait ce jeu-là, ça a été tout un processus pour apprendre tout un tas de choses, mais je l'avais pas du tout, ça m'est vraiment tombé dessus. J'étais en vacances, face à un paysage, j'avais envie d'écrire un truc, de faire un jeu autour de la nature. Est-ce que c'est le jeu auquel tu avais joué qui t'a pas plu, ou tu as dit je peux faire un autre jeu? Non. Et du coup, ça n'a rien à voir. Non, pas ça Okay. pour moi, non. Merci. Moi, du coup, j'ai été embauchée par une entreprise de jeux et jouets, et plutôt de jouets. Et il y avait l'idée de développer une gamme de jeux de société. Et quand on m'a embauchée, j'ai vraiment le patron qui m'a demandé « Mais toi, tu n'aimes pas trop jouer, hein ?» Et du coup, j'ai répondu « Non », puisque la question était posée comme ça. Mais finalement, je devais créer cette gamme de jeux. Et c'est le fait de commencer à jouer et d'avoir une contrainte qui est quand même cette création-là qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Et c'est vrai que sans cette opportunité professionnelle-là, je ne sais pas si je me serais mise vraiment à jouer. En tout cas, il n'y avait pas une grande culture ludique chez moi quand j'étais jeune, etc. C'est vraiment venu par une expérience professionnelle, en fait. Et moi, j'ai toujours joué depuis tout petit à plein de choses. Et tout petit, je faisais déjà des petites créations de jeux qui étaient ridicules, mais voilà, je créais déjà des petits trucs. Jamais dans le but d'éditer, c'était même pas, ça m'est même pas traversé l'idée. Et ensuite, dans mes études, j'ai fait de l'informatique. C'était mon premier métier, développement. Et du coup, j'ai commencé par faire des jeux sur informatique, sur téléphone, etc. Avant de rejoindre cette bande
Le Graal. Et d'ailleurs, quand tu es arrivé avec ton premier jeu vidéo, on t'a dit non, les jeux vidéo, c'est au fond là-bas. C'est pas nous là. Donc J'avais déjà été au groupement de jeux vidéo et puis non, mais je me suis bien plu. Mais ici. t'es revenu après. Et Ouais. je suis revenu et du coup, de fait, j'ai ramené d'abord un jeu vidéo, mais qui avait un aspect jeu de société quand même, il y avait un sens. Et ensuite, à force j'ai voulu revenir et ils m'ont obligé à créer des jeux pour revenir, je crois. C'est ça, hein? Vite fait, j'ai une deuxième question. À partir de votre premier proto, il vous a fallu combien de temps pour être édité votre Xème proto? Enfin, pas obligatoirement que ce soit celui que vous avez imaginé de proposer, mais peut-être entre le temps où vous avez dit allez, j'ai envie d'être édité, combien de temps vous a-t-il fallu pour proposer un proto éditable, on va dire? Enfin, qui a été accepté, pardon, plutôt. Oui. Non, démarchage, et oui, enfin, démarchage, et puis accepté. Et, Ouais. Est-ce que tu parles sur un jeu ou sur les jeux en général? Les jeux en général. 4 ans, un truc comme ça. Entre le début de la création du premier jeu et le moment où j'ai vraiment présenté et que ça a commencé à se concrétiser, quoi. À peu près. Moi, ma première idée a été éditée. Ma deuxième idée a été éditée. Là, je me suis dit, en fait, j'ai que des bonnes idées. Et puis après, ça n'a pas du tout marché pareil. Donc, c'était un peu bizarre. Mais ça a été 3 ans quand même ma première idée. Et je me suis focus juste sur cette idée. Je me suis pas dit, je vais en faire d'autres. J'étais bloqué sur une idée. Toujours ce même jeu. Ouais, au début, j'avais l'idée de juste faire ce jeu, puis on verrait après, quoi. Puis une fois que ce jeu a été fait, je vais en faire un autre. Puis après, quand les deux ont été faits, j'ai dit, je vais en faire beaucoup maintenant. Enfin, plus. Voilà, c'était de la gourmandise. Ok, merci. C'est différent, Laure, puisque tu disais, c'était dans ta boîte où tu étais embauché, et donc tout de suite, il n'y a pas eu de temps d'édition ou de démarchage parce que le process n'était pas tout à fait le même. On est d'accord. Ok. Bon, il y avait une autre question par ici. Merci. Bonjour. Alors moi, ma question est un petit peu proche de la dernière question, du coup je vais essayer de la tourner un peu différemment pour pas donner l'impression que ce soit redondant. Quand vous faites des prototypes, vous direz que vous passez par combien de phases d'itération avant d'arriver à ce qui ressemble à votre produit fini? Genre, j'ai entendu Henri dire qu'en général on faisait des centaines de parties avant de pouvoir bien le présenter pour s'assurer qu'il était bon. Donc en termes de Je dis ça parce que je fais croire aux éditeurs que je fais 100 à 150 parties. T'arrives et tu leur dis ça avec aplomb, ça marche. C'est très variable. C'est très très variable suivant l'idée des bases, suivant le type de jeu que c'est. Moi, je fais souvent effectivement pas loin d'une centaine de parties, si ce n'est plus, pour mes jeux. Mais par contre, je les présente bien avant toutes ces parties-là. Enfin, il peut arriver qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, je présente déjà le jeu à des éditeurs. Peut-être des fois je les présente un peu tôt, mais j'aime bien présenter rapidement parce que, encore une fois, j'aime bien travailler avec les gens, avec les éditeurs, avec tous les partenaires. Donc autant que ça se fasse rapidement. Mais il faut quand même pas avoir peur de le faire plein de fois. Ça, c'est sûr. Non, moi, je veux dire à peu près pareil. Hein. Oui, c'est plusieurs versions du jeu, évidemment, et puis des dizaines et des dizaines de parties avant de le présenter, même si je suis d'accord, de plus en plus, on n'a pas parlé tout à l'heure des évolutions, de plus en plus j'ai tendance à présenter les protos dans les phases un peu au début, et de ne pas attendre d'avoir, à mon sens, un jeu fini, parce que je sais que oui, on va travailler ensemble le jeu avec l'éditeur, donc s'il est déjà fini à 100%, il faut tout déconstruire pour rajouter des choses. Donc j'ai plutôt tendance à présenter les idées quand même bien travaillées, bien testées, mais pas finies à 100%. Et après, une fois que c'est signé, il y a encore toute cette phase avec encore des nouvelles versions, encore des nouveaux tests et des dizaines de parties. Ouais. Des centaines. Et donc, question complémentaire, comment vous faites pour motiver les gens autour de vous à faire autant de parties de votre jeu avant de le présenter? On les fouette. J'ai eu pas mal de mal là-dessus et j'ai passé plusieurs temps à essayer de diversifier les endroits où je pouvais faire ça. Donc j'interviens, j'ai un centre de loisirs, il y a un bar à jeux, il y a une boutique de jeux, il y a mes amis, il y a ma famille, il y a les collègues auteurs. Parce que les collègues auteurs, pour le coup, c'est cool parce que eux aussi, ils ont envie de te montrer. Donc il faut bien qu'ils prennent du temps pour toi pour que tu prennes du temps pour eux, tu vois. Donc ça, c'est pratique, ça. Oui, c'est vrai que les enfants des copines, les enfants des frères, des sœurs sont très utiles dans ce cas-là. Et le Graal, évidemment. Et ouais, le groupement d'auteurs, c'est principal. Et puis ouais, les amis. À titre perso, moi, presque toutes les semaines, j'organise une soirée avec des amis où souvent on joue à des vrais jeux, mais des fois, je glisse un ou deux protos quand même. Mes enfants, je crois, ils en ont un petit peu marre quand même.
Ça marche, merci pour vos réponses. Bonjour. Moi, j'ai 3 questions. Je suis désolée. Déjà, je voulais savoir si vous vivez tous les 3 du coup de votre création ludique, ou est-ce que vous avez des boulots en parallèle en fait? Alors moi, aujourd'hui, je vis de ça et ça fait que 1 an et demi. Avant, j'étais en boutique de jeux. J'ai travaillé 5 ans en boutique de jeux. J'étais à mi-temps boutique de jeux, à mi-temps auteur de jeux. Et je m'étais toujours promis que l'année où je gagnerais plus en tant qu'auteur qu'à la boutique, j'arrêtais la boutique pour développer l'autre activité. Et donc, c'est arrivé ça en 2021, enfin, le temps de se faire, 2022. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi et pour l'instant, c'est parti pour durer. Oui, alors moi je ne vis pas encore de cette partie d'activité, donc je suis designer, j'ai été formée à ce métier-là, que j'ai exercé dans différentes entreprises, donc en entreprise de jeux et jouets, mais pas que, aussi en scénographe d'exposition ou dans... Enfin voilà, et je suis à mon compte depuis 2022, donc finalement la rentabilité de cette partie de mon activité est pour l'instant pas à la hauteur de ce qui me permettrait de vraiment en vivre, mais j'espère que ça va prendre de plus en plus de place face à d'autres projets qui sont par ailleurs très, très inspirants aussi. Mais c'est vrai que cette partie ludique, j'ai vraiment envie de la développer beaucoup. Et moi, j'en vis pratiquement aussi. Je dis pratiquement parce que je garde encore un tout petit peu mon métier de développeur, plus par, j'allais dire plaisir, mais oui, un petit peu aussi. Et puis par sécurité aussi. Si jamais les jeux, dans 1 an, ça ne marche plus du tout, et c'est assez compliqué de savoir si un jeu s'est installé sur le long terme ou si dans 6 mois, il s'en vendra plus assez pour en vivre. Ça me donne cette sécurité aussi. Je sais que je n'ai pas lâché le métier de développeur et je pourrais rebasculer si besoin. Mais c'est 95%, 5%, un truc comme ça. J'ai envie de compléter parce que c'est vrai que c'est assez relatif. Vivre son métier, ça veut dire quelque chose, en même temps pas grand-chose, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'énormément de revenus pour être sécurisés et d'autres qui vivent de manière plus spartiate, tout ça. Enfin bon, donc c'est aussi un rapport à sa propre sécurité financière, quoi. Si je peux me permettre de compléter, en fait, là, on a invité des auteurs et des autrices qui sont expérimentés et qui maintenant ont fait un parcours qui font qu'ils vivent de leur métier. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que les réponses de ces 3 intervenants te fassent croire, ou fassent croire en général, qu'on peut vivre facilement de son métier en tant qu'auteur ou autrice de jeux de société. C'est très important de le dire. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, etc. Mais c'est vraiment presque plus des exceptions que la règle. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que en France, il y a une 40aine d'auteurs qui en vivent. Pas des auteurs qui ont fait des jeux il y a longtemps et qui vivent sur leur succès. mais non, mais des auteurs qui sont vraiment actifs et qui essayent de sortir. Non, mais je sais bien, c'était une blague. Mais ouais, ça se compte, c'est peut-être pas exactement 40, mais ça se compte à peu près comme ça. C'est plutôt une exception, je suis d'accord. Ouais. Alors qu'il y a plus de 500 adhérents à la Société des auteurs de jeux. Donc ça, on peut se fier à peu près à ce chiffre pour dire qu'il y a plus de 500 aspirants auteurs et autrices de jeux de société. Si on en compte une 40aine, tu vois, le rapport est vite fait. Voilà. Mais pour comparer à un autre métier, c'était un humoriste qui faisait la remarque qu'ils étaient aujourd'hui en France moins d'humoristes à vivre de leur métier que de footballeurs professionnels. Merci pour cette réponse. Ma deuxième question, c'était plutôt sur les prototypes de jeux. Je voulais savoir si quand vous aviez une idée de jeu, est-ce que vous développiez plusieurs jeux en parallèle ou est-ce que genre quand vous avez une bonne idée pour un jeu, vous allez à fond jusqu'à terminer ce jeu-là, ou est-ce que vous papillonnez un peu entre différentes idées? Enfin, je sais pas si c'est clair. Au début, mon premier proto, j'ai eu que ce proto-là pendant 2-3 ans et j'ai fait que ça. Et aujourd'hui, j'ai une dizaine de protos en parallèle et c'est utile parce que souvent il y a des moments où on bloque sur un truc et où on s'épuise, où on ne voit plus, on a besoin de recul, on a besoin de laisser un peu le temps passer. Et à ce moment-là, on passe sur un deuxième, etc. Je travaille pas forcément une dizaine non-stop en même temps, mais j'en ai une dizaine et j'ai des périodes où j'en ai 2-3 bien précis, puis ça va basculer, etc. Un peu pareil que Thomas, j'ai souvent plusieurs prototypes en cours et j'y reviens de façon régulière. Il y a des fois où j'arrête complètement parce que j'ai d'autres priorités. Mais c'est vrai qu'en général, il y en a 2-3 en cours en même temps. Aussi pareil, une dizaine. Mais par contre, je me force à pas en avoir plus
parce que sinon après ça fait trop, je suis pas bien. C'est dur parce que on a plus. En fait, moi, je pense que les idées c'est pas difficile à avoir. Ça arrive facilement. Et puis il y a des trucs qu'on arrive. Moi, je suis un peu têtu, donc il y a des idées que j'ai depuis longtemps que j'ai pas résolues et elles restent encore en fait au fond de ma tête là. Et donc de temps en temps elles ressurgissent. Puis j'ai les copains qui viennent me dire, hey, Julien, j'aimerais bien faire un jeu avec toi. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc j'essaie de bien calmer ça parce qu'à un moment donné, ça fait trop. Et après, ça se sépare en gros en 3 tiers. Il y a un tiers, c'est des jeux qui sont en travail, qui ne sont pas encore présentables. Après, il y a un deuxième tiers, c'est des jeux qui sont présentables à des éditeurs. Puis il y a un troisième tiers où je bosse les jeux avec les éditeurs. Et ma dernière question, c'est justement sur les éditeurs. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais je voulais savoir si, quand vous présentez des jeux à des éditeurs, est-ce que vous allez un peu chercher justement des éditeurs qui correspondent un peu à... Enfin, comment vous choisissez en fait les éditeurs à qui vous proposez les jeux? J'imagine qu'il y a des éditeurs plus spécialisés sur certains types de jeux, je sais pas trop. C'est hyper important, c'est une très bonne question parce qu'au début, moi j'étais très naïf, je proposais des jeux à des éditeurs et ils n'allaient jamais pouvoir éditer ce genre de jeu et je m'en rendais pas compte. Donc c'est important de choisir le bon éditeur par rapport au jeu qu'on fait. Et c'est aussi, moi, à mon sens, important de trouver l'éditeur avec qui ça va matcher au niveau du travail. C'est les deux à la fois. Et j'aime bien aussi à la fois travailler plusieurs fois avec les éditeurs avec qui ça s'est bien passé, mais aussi quand même continuer à rester ouvert à trouver d'autres éditeurs. J'aime bien à la fois les deux, rester sur les choses et aller vers la nouveauté. Tout pareil. Ouais, j'ai une impression de loyauté mal placée pour l'instant, d'avoir envie de travailler avec certains éditeurs et de les privilégier, alors qu'en fait, je pense que c'est mieux de présenter plus largement les jeux, en fait, de laisser plus de chance à une référence pour avoir différents avis. En fait, je pensais que quand vous commenciez à travailler avec un éditeur sur un jeu, je pensais qu'il y avait peut-être effectivement une forme de... après, vous continuez à proposer des jeux à cet éditeur, mais en fait, vous pouvez travailler avec plein d'éditeurs différents, en fait, j'imagine, au cours de votre carrière. C'est plutôt différent de la littérature. Ouais. En fait, on n'a aucun contrat d'exclusivité. Okay, ouais. Enfin, des fois, ils essaient de le glisser dans les contrats, mais on leur dit qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est rare. Non, normalement, ça ne se fait pas. Parce que, justement, l'aspect matériel, l'aspect ligne éditoriale, il y a des choses que des éditeurs font et d'autres pas. Et en tant qu'auteur, contrairement à un auteur de livre, je pense on a envie d'aller chercher des trucs assez différents. Dans le format, dans la complexité, dans le système, qui fait qu'on ne peut pas toujours faire avec le même. Il n'empêche qu'avec certains, c'est quand même cool de retravailler encore et encore. Parce que c'est des gens bien, quoi. Quand c'est le cas, oui. Pareil, je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un petit peu de temps. Ouais. Sinon, c'est pas grave, on va voir les... Allez. Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus, c'est une petite niche, il y a de plus en plus de jeux avec des applications. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que c'est une tendance juste, ou est-ce que ça va perdurer et ça va se développer? Si vous avez une vision là-dessus, c'est une question assez généraliste comme ça, là-dessus. Moi, je vais zapper cette question parce qu'en fait, je suis pas une consommatrice d'applications et du coup, j'aurais pas de réponse pertinente là-dessus. Ok. Et moi, à titre personnel, à la base, j'étais développeur d'applications mobiles. Et du coup, bizarrement, j'évite complètement les jeux qui ont des applications mobiles. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Mais est-ce que inconsciemment, je fais un trop gros rapprochement avec mon ancien métier, entre guillemets. Il y a aussi un truc c'est matériel, en fait. J'aime bien le jeu pour l'objet physique, pour l'objet qui peut rester. Là où une application mobile, on ne sait pas si dans 5 ans elle existera encore, parce que ça va très vite, les écosystèmes vont changer, etc. Je pense que inconsciemment, ça doit jouer aussi sur ma perception de ça, je pense. C'est un peu en termes de résilience de ce dont tu parles, quoi, en fait. C'est-à-dire que les applis, effectivement, ouais. Alors qu'un jeu, il sera encore là dans 10-15 ans, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai un jeu édité qui est avec une application, Cosmopolite. J'en ai 2 autres qui arrivent cette année aussi avec des applications. Je trouve que ça permet des choses hyper intéressantes. Cosmopolite sans une application, c'est plus du tout le même jeu, en fait. Et il n'y a pas tout le témoignage des langues du monde, qui est, à mon avis, le méga point fort du jeu. Quelque chose d'assez émouvant, en fait, et qu'on n'aurait pas sans ça. Donc c'est un formidable outil.
Là, sur le jeu qui va sortir, que je fais avec Juan Rodriguez, qui est dans l'arrière-salle, au départ, on avait prévu de faire un jeu avec un sablier, et pas avec une appli. Et notre éditeur, qui fait des jeux uniquement fabriqués en France, nous a dit que c'était pas faisable de faire un sablier français dans les coûts qu'il avait estimé possible pour le boitage qu'il voulait faire pour le jeu. Et donc, du coup, on est parti sur une application. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et où sont localisés les data centers Alors, la réponse que ferait Florent, je crois, parce que c'est pas moi qui a fait ce choix-là, mais je pense que Florent dirait mea culpa, oui, je suis un peu paradoxal. En même temps, on a déjà des téléphones tous autant qu'on est, et peut-être que je rajoute pas grand-chose à mettre une appli de plus. Oui, voilà, quelque chose comme ça, il dirait, je pense. Et ouais, je trouve que j'ai un rapport un peu paradoxal au truc, parce que je trouve que ça propose des systèmes, par exemple justement sur ce jeu qui va sortir in extremis, par le fait qu'on est passé par l'appli, en fait, on a développé énormément plus de choses que si on était resté avec un sablier. Il y a de la jouabilité qui a été qu'on a gagné en jouabilité, on a gagné en profondeur, je pense. Et en même temps, je suis un peu d'accord avec Thomas de dire que, moi, à mon avis, si tu te parlais de est-ce qu'on a une vision de ce qui va se passer plus tard, moi, à mon avis, dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'appli. Mais bon, voilà. Après, vivre un jeu... Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit important de le penser de manière éternelle. Enfin, l'expérience sur le moment, déjà, en soi, elle peut être intéressante. Voilà. C'est nuancé, c'est un peu bizarre mes réponses. Merci. Il y a une question. Petit micro. Vous pouvez passer là-bas. Merci. Bonjour, j'avais une question. Quand vous présentez un jeu la toute première fois à un éditeur, comment il est présenté en fait le jeu? Vous êtes, je veux dire, vous utilisez les moyens du bord pour leur présenter, je sais pas, avec je sais pas, du papier ou ce genre de truc, ou alors il est déjà bien avancé au niveau de la présentation, ou alors il faut vraiment utiliser l'imagination avec ce que vous avez pour le... Pour moi, de présenter un jeu à un éditeur, c'est le faire jouer. Si on joue pas au jeu, ça marche pas. C'est pas intéressant. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un prototype, il faut qu'il y ait une manipulation de l'objet. C'est pas dans la tête, ça se passe pour de vrai, quoi. Par contre, je suis vraiment nul en graphisme, donc j'attache aucune importance dans un premier temps à cet aspect-là. Peut-être des fois un peu à mes dépens, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Mais voilà, c'est vraiment une partie du jeu. J'explique les règles. On joue, on débrief, et puis après, il me rappelle ou pas. Ouais, pareil, je fais jouer. La différence, c'est que moi, du coup, j'attache une importance au graphisme et j'y passe plus de temps que ce qu'il faudrait. Et donc, j'essaye, alors j'illustre pas parce que j'ai pas ce talent-là, mais je récupère des images sur Internet, etc. Et j'essaye de faire un truc un peu joli pour qu'ils puissent se projeter, en tout cas qu'il n'y ait pas de barrière là-dessus à cause de ça, en fait. Oui, pareil, c'est vrai que l'importance d'avoir un peu de matériel de qualité au départ pour séduire en fait. Finalement, si on imprime nos cartes sur du papier de 90 grammes, on va galérer avec les cartes. Il y a toujours quelque chose à rajouter juste pour un côté purement ergonomique. Et c'est vrai que j'ai la sensation quand même c'est pas la peine d'avoir un produit fini. De toute façon, l'éditeur va remettre une couche par-dessus. Donc l'idée, c'est pas de dépenser de l'argent, de pas faire intervenir quelqu'un qui aurait été payé par ailleurs. Mais je pense que d'avoir une base suffisamment séduisante pour que l'éditeur puisse se projeter, c'est essentiel. Alors, si je peux me permettre de compléter, c'est une question que j'ai souvent entendu poser. Et il me semble qu'il y a deux écoles chez les éditeurs. Il y en a qui préfèrent avoir un prototype qui est limite du papier moche, tout blanc, sans thème. J'exagère un peu, mais presque. Parce que dans ces cas-là, lui, il a plus la possibilité du coup de se projeter, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il va pouvoir amener dans le jeu, en termes thématiques, en termes d'illustration, en termes éditorial. Et à l'inverse, l'opposé, c'est il y a des éditeurs, ça va les impressionner d'avoir un objet graphiquement, esthétiquement travaillé, parce que ça va leur donner une meilleure idée de ce que ça peut donner si c'est un petit peu qualitatif. Donc les deux se valent en vrai, mais je pense que la plupart des éditeurs sont capables de se projeter même avec un proto moche, et ça ne dérange aucun éditeur d'amener un proto moche, si ça répond un petit peu à ta question aussi. Ouais. Alors je suis désolé, il est 59, malheureusement je ne sais pas si les animateurs... Vous pouvez déborder un peu si les suivants ne sont pas là, moi ça ne me dérange pas. Mais on va en faire une dernière. Bonjour. Oula.
Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre travail parce que c'est super ce que vous faites. Moi, j'ai déjà joué donc à certains de vos jeux, même si je vous connaissais pas spécialement, mais voilà, j'ai découvert que j'ai joué à certains de vos jeux. Donc il y a deux types de jeux, enfin selon moi, qui sont assez différents, qui sont des jeux qui se basent plus sur des mécaniques et qui ont une grande rejouabilité, et des jeux un peu plus narratifs ou qui ont plus d'ambition en termes d'émotion, etc., qui sont en général un peu plus durs à jouer plusieurs fois, quoi. En termes justement de prototype et de création, est-ce que moi je me dis que ça doit être un processus quand même assez différent de tester, parce que c'est compliqué de tester 150 fois le même jeu si c'est basé sur l'histoire, la surprise et ce genre de choses. Je pense qu'on va avoir la même réponse parce qu'on a tous les deux des jeux qu'on peut en gros tester presque qu'une fois. Et donc il faut trouver plein de joueurs pour le faire tester à plein de monde. Mais oui, je suis d'accord, ça dépend des types de jeux. Il y a des jeux avec il y a même des jeux où c'est plus intéressant de jouer avec que les mêmes joueurs parce que le jeu s'y prête bien, il faut aller plus loin, les joueurs vont monter en compétence aussi avec le jeu, donc il faut voir si le jeu tient la route derrière. Mais oui, il y a des jeux à usage unique, comme les Unlock, voilà, il y a plein de choses comme ça. Les joueurs qui ont déjà joué, ils connaissent l'histoire, ils seront plus surpris, donc les faire rejouer, ça peut être intéressant pour certains aspects, mais pas pour la découverte. Donc oui, trouver plein de joueurs pour faire jouer à plein de gens différents. Ce qui est nouveau, là, moi j'avais encore pas fait le jeu narratif, là j'ai un truc dans les mains qui est ça, et ce qui est particulier, c'est que habituellement moi j'aimais beaucoup jouer beaucoup à mes jeux, j'étais dans la manipulation et j'étais tardivement de l'autre côté de la table à regarder ce que les autres faisaient, je le faisais mais seulement à la fin, et là en fait j'ai jamais pu jouer au jeu, enfin, pour l'instant je fais les autres jouer parce que comme je connais l'histoire je peux pas y jouer, et ça c'est très particulier parce que tu te rends pas compte de l'intérieur. Alors j'ai eu la chance tout dernièrement, la semaine dernière, de jouer à un scénario que c'était pas moi que je connaissais pas. Et pour le coup, j'ai pu jouer là. Et là, je me suis rendu compte de trucs que je m'étais encore pas rendu compte malgré déjà la centaine de parties que j'ai vues et que j'ai animées. Et après, pareil que Thomas, tu as des jeux, comme moi j'ai pas mal de jeux coopératifs. Les jeux coopératifs, souvent, pour que ce soit rejouable, c'est un petit peu évolutif. Il y a des choses un peu derrière à tiroir. Et donc tu as besoin d'avoir un groupe qui est prêt à faire une campagne. Donc maintenant, moi, j'organise des campagnes de mes jeux quand ils sont prêts. J'invite les gens à bouffer, je prends soin d'eux et ils jouent toute la journée. On va prendre une dernière question parce qu'après, il y a un grand jeu qui s'organise. Donc... C'est une question. Bonjour. Est-ce que vous passez plutôt du temps solo sur vos projets ou est-ce que c'est aussi beaucoup de temps partagé avec d'autres personnes? En termes de proportion, comment ça se répartit? Je pense qu'au démarrage, il y a vraiment un temps individuel, en fait, vraiment de chercher par soi-même. Et puis après, à un moment, il y a du partage. Et je trouve que finalement, de tester les mécaniques, nos mécaniques avec d'autres joueurs ou joueurs-joueuses, ou de tester les mécaniques d'autres joueurs, permet vraiment une amélioration continue en fait, de nos produits, de nos mécaniques. Et après, ça dépend aussi des projets où on est seul auteur ou des projets qu'on fait en co-autorat. Et forcément, quand on est en co-autorat, on passe beaucoup de temps avec l'autre ou les autres auteurs à juste échanger, à rebondir. Et c'est une gymnastique intellectuelle qui est intéressante et qui est différente de si juste on crée notre jeu nous-mêmes. On passe pas par la même chose, quoi. Moi, j'ai tendance à faire de plus en plus de jeux avec les autres. Et quand je suis tout seul, ça peut aussi être des journées où j'ai 3 rendez-vous en visio et en fait, je suis avec les gens, mais à travers un écran, quoi. Donc finalement, pas si souvent tout seul. En termes de proportion, pour donner une proportion simple, c'est variable. Ouais, non, c'est complètement variable. Ça dépend tellement des jeux. Ça dépend. Non, il n'y a pas de compliqué. Pas pour moi en tout cas. Je saurais pas dire, j'ai pas calculé. Ça dépend aussi vachement des temps des jeux que tu crées. Là, dans ce cas-là, le temps de partie, donc à jouer avec d'autres, à le tester, etc., va être énorme par rapport au temps de création pure chez toi, à maqueter ton proto sur ton logiciel ou noter les trucs dans les calepins. Voilà. Alors que si tu fais un travail, par exemple, sur des jeux narratifs, où tu as beaucoup de travail d'écriture, de recherche, là, à mon avis, la proportion de travail individuel va être beaucoup plus forte, il me semble. Voilà, ça peut être, mais je pense que ça dépend vachement du contexte, comme le dit Thomas. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre présence. C'était une très belle table ronde et pour votre écoute.
Et n'hésitez pas, demain, nous avons 2 belles tables rondes à suivre qui sont le jeu. On va se questionner sur l'engagement dans l'édition de jeux de société. Comment est-ce qu'on peut faire du jeu engagé, de quel point de vue? Et enfin, le jeu de société comme média d'éducation populaire. Voilà, autant de beaux sujets si vous êtes là demain. Bonne soirée à tous et à toutes.